Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du langage Dart. Ce que je vais vous proposer en fait c'est une petite formation gratuite qui va être disponible du coup sur la chaîne YouTube pour vous permettre, en tout cas permettre à tout le monde d'être au moins à la page sur les notions de programmation en fait en Dart. Je me concentre normalement sur la chaîne YouTube plus sur Flutter, de plus en plus aujourd'hui vous le voyez sur Flutterflow, et c'est vrai que pas mal de personnes aussi demandent plus de tutos, en tout cas qui soient accessibles gratuitement sur la partie YouTube. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous proposer une petite formation donc là spécifiquement sur le langage Dart. Pourquoi sur le Dart et pas sur Flutter? Parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aborde très souvent et faut pas l'oublier, mais du coup c'est vraiment à la base d'abord les notions en Dart qu'il faut maîtriser pour être capable de développer des applications avec Flutter. C'est ce que je vous enseigne depuis maintenant quelques années à travers la formation Flutter Evolution. Il y a un chapitre complet en fait, c'est le chapitre 2 qui est dédié au langage Dart. Il a récemment été mis à jour, donc j'ai encore ajouté du contenu, j'ai divisé en plus de vidéos, donc c'est encore plus structuré. Et du coup, ce que vous allez voir et écouter aujourd'hui sur cette vidéo, c'est une partie, c'est un extrait si vous préférez, c'est une partie un peu une synthèse. C'est souvent les mêmes notions, mais c'est vrai que dans la formation, c'est toujours un petit peu plus détaillé et surtout, on va plus loin dans ce qui concerne le développement mobile avec Flutter par la suite. Aujourd'hui, du coup, on va s'en concentrer sur le Dart. On va passer notamment par la plateforme qui s'appelle Dartpad. Dartpad, en fait, c'est créé directement par Google et ça va nous permettre de coder en ligne avec du Dart sans avoir à installer quoi que ce soit. Moi, ce que je vous montre, et ça aussi, c'est dans la Flutter Evolution, c'est comment installer Flutter sur votre ordinateur, sachant que quand on installe le SDK Flutter, on installe aussi par la même occasion le SDK de Dart. Ici, vous avez le bouton Get Dart. Alors vous pouvez suivre les étapes et installer manuellement le Dart. Moi ce que je vous montre c'est en passant par l'installation de Flutter, ça marche aussi. Donc ça tout est en fait dans le chapitre 1 de Flutter Evolution que vous pouvez commencer tout simplement gratuitement. Vous vous inscrivez, vous avez un lien dans la description, vous recevez toutes les premières vidéos, une par jour, et ça vous permet d'installer Flutter et donc le Dart sur Mac, PC, de configurer Visual Studio et d'avoir une présentation globale de ces deux outils. Donc nous on va rester sur la plateforme Dartpad parce qu'il n'y a rien besoin d'installer, c'est en ligne, c'est direct, c'est dartpad.dev. Je vous mettrai également le lien en description et puis vous avez un support pédagogique pour ce tuto, pour cette vidéo sur le blog, donc vous avez pareil le lien en description. On va donc rapidement commencer par une petite introduction au langage, au SDK Dart et à toute son historique. Ok, donc on va voir dans cette première partie vraiment les gros avantages en fait du Dart en tant que langage. Pourquoi est-ce que c'est un langage qui est important et pourquoi est-ce qu'il a effectivement certaines spécificités qui ont été conçues par les équipes de Google comme étant en fait le langage un petit peu ultime, en tout cas le langage qui a vraiment permis d'exploser par la suite tout le potentiel en fait de Flutter parce qu'il y a des ruptures en fait technologiques qui ont été franchies en fait par les équipes de Google. Faut savoir quand même que les développeurs de chez Google sont parmi les meilleurs du monde. On le sait, mais ils sont capables d'embaucher absolument les meilleurs dans à peu près n'importe quel domaine. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait avec le Dart, et c'est ce qui a permis en fait d'aller peut-être plus loin, de faire encore mieux que React avait fait que Facebook avait fait avec React il y a maintenant quelques années. Ça remonte à peut-être quasiment 10 ans aujourd'hui. Et bien en fait avec le Dart et par la suite avec Flutter, on est allé encore plus loin. Alors le premier point qu'il nous donne, c'est que c'est optimisé pour l'interface utilisateur. Alors ça, encore une fois, on n'est pas vraiment dans le Dart, mais on est plus là directement dans la thématique Flutter, puisqu'on va être capable de manipuler donc des widgets et de le faire de manière assez efficace. Mais c'est surtout que, et c'est ce qu'on veut, c'est que nous, quand on fait du développement, au-delà de l'apparence de notre application, on va avoir une notion de dynamisme. Et c'est ça aussi qui nous donne le Dart nous donne, c'est de grandes performances en termes de développement et aussi au niveau du fonctionnement de notre code. C'est un code qui va être efficace et ça c'est une bonne chose. Donc là ils vont nous dire que c'est optimisé pour créer des interfaces utilisateurs, etc. Ça encore une fois, ils vous donnent par exemple des exemples ici avec le null safety. Pour moi c'est aussi du Flutter aujourd'hui, donc on va pas s'attarder dessus. Vraiment, les points où j'aimerais moi m'attarder, c'est vous faire comprendre pourquoi le Dart c'est un langage qui est vraiment, on va dire, un des langages un petit peu uniques, mais dans son fonctionnement, pas forcément dans le code en lui-même. On va voir le code en lui-même est pas forcément révolutionnaire, mais c'est surtout dans la méthode en fait de compilation qui a été créée, en fait les performances d'exécution et de compilation de notre code. Et c'est là où il y a vraiment de la matière et on peut vraiment en parler puisque le Dart en fait à la base ça a été conçu pour remplacer le JavaScript. En fait, c'était un langage qu'il voulait
tout simplement concevoir pour à la base le développement web, le développement d'applications web. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez des interfaces comme ça, je peux lancer l'interface aussi d'une application Flutter, donc à la fin ça reste quand même du code de Dart, hein, même si c'est des widgets Flutter, on utilise un package qui est le package matériel. Ce que vous voyez ici, c'est quand même du langage Dart. Mais vous voyez qu'avec des plateformes comme Dartpad, on est capable aujourd'hui de développer très rapidement une version web de son application. Là, je peux la tester, elle va fonctionner, donc c'est dynamique. Et cette application-là, qui est l'application de démonstration, je peux tout simplement la lancer sur un émulateur iOS ou Android sans problème, y compris d'ailleurs sur une version macOS ou une version Windows. Ça va parfaitement fonctionner. Mais du coup, cette version que vous voyez ici, hein, je suis dans un navigateur web, eh bien ça fonctionne très bien, ça fonctionne aussi très rapidement, tout simplement parce que le Dart, à la base, ça a été un langage qui a été conçu notamment pour, à terme, remplacer le JavaScript. Alors, la tendance aujourd'hui, elle n'est plus vraiment orientée sur le remplacement du JavaScript. Je pense que ça ne se fera pas par un langage comme le Dart, puisque le Dart a connu vraiment le succès et est devenu un langage, on va dire, populaire depuis que Flutter a été mis en avant, ce qui s'est passé après, et depuis qu'on fait des applications avec Flutter et donc avec le Dart. Et c'est depuis que, notamment, certaines grandes entreprises se sont mis à Flutter que, on va dire, le Dart a commencé un petit peu à être popularisé, tout simplement à ce qu'on entende parler en fait du Dart en tant que langage important et qui est utile pour nous à apprendre à manipuler. Parce que c'est pas forcément le langage informatique qu'on va recommander pour quelqu'un qui est débutant, mais malgré tout, moi ce que je trouve intéressant, c'est que avec le Dart et avec Flutter, on peut quand même réaliser tout un panel en fait aujourd'hui de logiciels, d'applications, ce qui rend quand même l'apprentissage du Dart extrêmement rentable en termes de contenu et de compétences qu'on peut acquérir avec ce langage-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir le fait que ça soit du multiplateforme, c'est-à-dire qu'avec le Dart, on peut compiler du coup pour le web, pour une plateforme iOS, et ça inclut en fait tout l'environnement d'Apple. Pour du Android, et là c'est pareil, on inclut tout l'environnement d'Android, donc ça peut être les smartphones Android, les tablettes, les montres Android ou les téléconnectés Android, et également pour les logiciels de bureau, donc Mac, PC et Linux, et donc comme je vous l'ai dit, la version web également. Et c'est ça aussi qui nous permet, quand on fait par exemple du Flutterflow, et bien tout simplement de tester notre application Flutter en version web, c'est ce qui s'appelle la partie test mode, très rapidement, et s'il n'y avait pas cette compatibilité des versions web, on ne pourrait pas réaliser tous ces tests-là. Et c'est ça qui fait que, pour moi, Flutter a vraiment été très loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un langage qui est, en tout cas pour Flutter, qui est fait à la base uniquement pour le web, c'est-à-dire qu'ils se sont quand même concentrés sur les performances pour les mobiles, pour les plateformes Xcode et Android, mais on a une plateforme web qui marche extrêmement bien, qui est très pratique pour faire des tests rapides, même si à la fin, ce qu'on veut quand même, c'est réaliser des applications mobiles. Donc c'est les deux points qu'il faut retenir qui sont pour moi essentiels, au-delà de l'interface utilisateur, mais avec le Dart, enfin aujourd'hui on ne va pas faire d'interface utilisateur dans cette vidéo, on va parler de variables, de fonctions, de classes. C'est la productivité de développement, c'est-à-dire qu'on va avoir des vitesses de compilation qui vont être extrêmement rapides, c'est ce qu'ils appellent le hot reload, le rechargement à chaud, et le fait qu'on soit capable en fait de publier, de développer, de compiler en fait sur toutes les plateformes qui existent quasiment aujourd'hui. Et c'est cette rapidité de développement avec le hot reload, avec la compilation qui est quasiment instantanée. C'est là en fait quand je lance, je clique sur le bouton run, je compile mon code pour une version web. D'accord, c'est pas instantanément interprété par ici un navigateur comme du HTML ou du CSS, mais c'est compilé justement. Là, ici, ça va être compilé en code HTML, mais ça va être compilé en d'autres langages quand on va cibler d'autres plateformes. Et c'est cette rapidité de développement-là qui fait que le Dart et avec par la suite Flutter, ça fait un combo en fait qui est extrêmement puissant et vraiment, on va dire, très performant. Donc c'est le fait qu'on soit capable quasiment avec Visual Studio, avec un émulateur iOS, alors on va pas dire de dépasser, mais d'avoir des performances en fait de productivité qui soient équivalentes à du développement natif qu'on pourrait passer en utilisant Xcode pour du iOS et Android Studio pour tout l'environnement Android, sauf que là, on fait du multiplateforme. C'est-à-dire que là, on peut développer cette application-là. Là, il suffit que je la copie sur Visual Studio Code et je peux instantanément la lancer sur un émulateur Android, un émulateur iOS, un logiciel de bureau macOS, un logiciel Windows et une version web de l'application.
ce qui rend quand même, encore une fois, ce langage-là extrêmement performant et rentable pour nous en termes d'apprentissage. Donc voilà, moi c'était les points sur lesquels je voulais vraiment m'attarder sur le Dart, c'est la productivité de développement et le fait que ça soit du multiplateforme. Et après tout ce qui concerne l'interface utilisateur, pour moi on est déjà dans la partie plus qui touche à Flutter, puisqu'on va parler évidemment des widgets, etc. Mais là, il vous donne aussi plein d'intérêts en fait au niveau de la syntaxe d'utilisation. Elle vous donne des comparaisons avec le Kotlin, le Swift, le TypeScript, mais on va avoir une gestion asynchrone qui va être vraiment performante. On a eu l'ajout du null safety en fait pour éviter les bugs et les crashs en fait dans nos applications. Bref, ça ce sont plein de petites optimisations qui sont arrivées avec le Dart, qui sont évidemment absolument, on va dire, indispensables, mais vraiment les points les plus importants pour moi, puisque sinon les autres on les retrouve aussi avec d'autres langages, c'est vraiment la productivité de développement et le fait que ça soit absolument multiplateforme par définition. Et c'est ça qui rend le Dart extrêmement intéressant. Encore une fois, si vous n'avez pas encore installé le Dart ou en tout cas Flutter, n'hésitez pas à commencer le programme gratuit, même si dans la vidéo, vous pouvez la suivre sans avoir rien installé puisqu'on va utiliser Dartpad. Et on va commencer justement avec la notion en programmation et du coup ici en Dart des variables et des types de données en fait qu'on va pouvoir manipuler dans nos programmes. Ok, donc on continue avec une deuxième partie qui va être consacrée en fait à l'introduction, à vraiment l'explication des variables en fait en Dart. Les variables en général aussi dans tous les langages informatiques, vous allez voir que si vous avez déjà manipulé un langage peut-être tout autre que le Dart aujourd'hui, eh bien vous allez quand même retrouver évidemment tous les mêmes types de données, notamment les données vraiment de base. Alors avant justement de rentrer dans les différents types de données, moi ce que j'aimerais c'est vous donner un exemple concret de ce à quoi ça sert en fait dans une application notamment Flutter, avec un code Dart, à quoi ça sert les variables ici. Alors là, je suis toujours sur Dartpad et à chaque fois, donc là, vous avez plein d'exemples en fait d'applications Flutter avec le logo Flutter et vous avez également des petits codes Dart tout en bas. Donc là, vous avez le symbole de Dart, c'est une fléchette. Et vous avez le symbole de Flutter juste ici. Donc là, j'ai pris l'application Counter. Et du coup, c'est une application qui est proposée par défaut. Si vous créez une application Flutter, c'est avec ce code-là qu'elle va être fournie. En fait, ça va nous donner un exemple de manipulation très simple d'une donnée numérique ici. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une variable de comptage qui s'appelle Counter. Donc là, elle est initialisée à 0. Et quand je clique sur le petit bouton flottant en bas à droite, j'ajoute +1 à ma variable. En fait, les variables en général, vraiment l'intérêt, c'est que ça puisse être manipulé et donc que ça soit complètement dynamique. Ici, on va avoir un exemple d'une variable qu'on va initialiser à 0. D'ailleurs, si par exemple je l'initialise à une variable, à une valeur un petit peu plus élevée, quand je vais relancer ici mon application, en fait le bouton Run, ça revient à réinitialiser notre application, eh bien on va initialiser le compte à 5, d'accord? Donc on va avoir la valeur 5 qui va s'afficher par défaut. Le code en lui-même de mise à jour, lui, il ne va pas changer, donc je vais toujours ajouter +1. On peut imaginer ici une autre méthode qui consiste à ajouter par exemple +2, d'accord? Donc là on va lui mettre counter égale counter +2. Et là, on pourrait regarder ce qui se passe et en fait, on va passer de 5 à 7, de 7 à 9, etc. On va rajouter à chaque fois une valeur unitaire de +2, d'accord? Alors qu'auparavant, on était à ce qu'on appelle une incrémentation de +1. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ajoute +2 à chaque fois et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est juste pour vous montrer que très rapidement on peut mettre à jour notre logique de manipulation des données. On va revenir au code qui était vraiment fourni de base, donc une valeur qui est initialisée à 0 et une incrémentation automatique qui se fait de +1. Ici on peut regarder où est-ce qu'on affiche la variable counter. On l'affiche ici, dans un widget de type texte. Encore une fois, le but de la vidéo c'est pas de vous montrer comment ça fonctionne Flutter, mais vraiment le Dart. Donc on va surtout s'attarder ici sur la variable. On a une variable de type numérique, on va parler aussi de tous les types de variables, mais ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on va l'afficher en dur. Alors, justement, si je veux afficher du texte ou ici une variable numérique en dur, je peux l'afficher, j'ai des guillemets avec mon widget texte, je peux lui demander d'afficher tout simplement une variable ici de type numérique, mais sous forme de chaîne de caractères. Ça va fonctionner. On peut lui demander d'afficher 0. Le problème, c'est que là, ma variable, qui pour le coup est une variable de type texte, n'est pas dynamique. C'est-à-dire que je ne peux pas la manipuler, je ne peux pas lui faire effectuer une opération dessus. Donc pour ça, et dès que vous voyez le symbole $, c'est qu'on fait appel à une variable, et du coup, ça va être du contenu qui va être dynamique. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la valeur de notre variable counter qu'on va aller chercher. Elle est ici initialisée à 0. Ici, on a rédigé une fonction qui nous permet de mettre à jour sa valeur, et ici, on va l'afficher
dans notre contenu. C'est pour vous montrer en fait que c'est ça l'utilité des variables d'une manière générale en informatique, c'est d'avoir du contenu qu'on va pouvoir manipuler, qu'on va pouvoir par exemple comparer. Les données en fait numériques, ça peut être très pratique pour dire par exemple je veux classer par exemple des posts en fonction du nombre de popularité, le nombre de vues, c'est ce que vous pourrez regarder par exemple sur YouTube. Là, en dessous de cette vidéo YouTube, vous allez pouvoir regarder les statistiques de cette vidéo, donc le nombre de vues, le nombre de likes, etc., le nombre de commentaires qui ont été postés. Et bien tout ça, on va manipuler des variables pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser éventuellement. Et il existe évidemment d'autres types de variables que les variables de type numérique. On va parler des variables de type chaîne de caractères, des booléens également. Les booléens, ça va être pour faire des comparaisons true ou false, de stocker en fait des données. C'est un petit peu le binaire en fait. Est-ce que c'est à 0 ou à 1, et on va parler évidemment des nombres entiers et des décimaux. Alors ce que je fais ici, c'est que je reviens avec l'exemple ici par exemple de la fonction Hello World. Donc c'est une fonction, c'est un petit code ici Dart que je vais pouvoir exécuter, qui s'exécute déjà ici. En fait, on va lui demander de réaliser une boucle for. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur un exemple encore plus simple et on va expliquer, on va voir un petit peu rapidement quels sont les différents types de variables. Alors le premier type de variable, c'est ce qu'on va appeler les entiers. Donc ça va être les variables de type numérique qui vont avoir en fait tout simplement du contenu entier, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, ça va être 0, ça va être 1, ça va être 10, mais qui n'auront pas de décimale. Autrement dit, il n'y a pas de valeur après la virgule, il n'y a pas de différence. En gros, c'est 0 après la virgule. Donc là, par exemple, je vais pouvoir déclarer une variable qui va s'appeler âge, et je vais pouvoir l'initialiser par exemple à 25. Donc cette variable-là, cette variable age, qui pour l'instant n'est pas utilisée, je l'initialise à 25 et je la déclare avec le type de variable qui s'appelle int ici. Donc int c'est pour integer, et donc integer c'est un entier en anglais. Donc ça va être la première, vraiment le premier type de variable qu'on va retrouver. L'idée par rapport par exemple à un booléen, c'est que là je ne vais pas pouvoir lui demander d'avoir du contenu, une valeur après la virgule. Donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment un entier. Souvent quand on va manipuler par exemple des valeurs par exemple monétaires, on va avoir une valeur après la virgule. Mais par exemple quand je veux compter le nombre de vues d'une vidéo YouTube, j'ai pas besoin d'avoir une valeur après la virgule. Donc pour ça je peux garder un nombre de type entier. Comme je vous l'ai dit, la deuxième variable qu'on va utiliser, c'est les variables de type double. Donc là, c'est une variable décimale, d'accord, qui donc, elle, va avoir du contenu après la virgule. Donc là, on va pouvoir stocker, par exemple, une variable qu'on va appeler la variable prix, ou price, et on va pouvoir lui mettre, par exemple, 19,99. Ok. Alors sans mettre les euros, tout ça, ça c'est quelque chose qu'on va interpréter après. Mais une variable de type prix, ce que vous voyez quand vous êtes sur Amazon, sur un site de e-commerce, quand vous voyez le prix s'afficher, c'est une variable de type double, de type décimal, puisque elle a une valeur après la virgule. Donc là, ça va être 19,99. Alors attention aussi, quand on va stocker des variables de type décimal, c'est pas avec une virgule. La virgule en informatique, ça fait référence plus à une chaîne de caractères, d'accord ? C'est quelque chose qu'on peut afficher avec une virgule, même si les gens ont l'habitude de voir la virgule. En réalité, en mathématiques en général, on va plutôt, enfin en tout cas en informatique plutôt, on va vraiment l'afficher avec un point, c'est pas une virgule, d'accord ? Nous, à l'oral, c'est vrai qu'on a tendance à dire après la virgule, et c'est ce que vous avez sûrement appris à l'école, mais en informatique, on va mettre 19,99, ok ? Donc ça, c'est la variable de type décimal. L'autre variable qu'on va retrouver évidemment très souvent, ça va être par exemple la variable de type chaîne de caractères. On l'affiche absolument partout. Quand vous voyez du texte qui s'affiche dans une application Flutter, en fait, c'est une chaîne de caractères qu'on va afficher. On va pouvoir le voir, bon ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut montrer très facilement. On peut convertir une variable de type entier ou décimal en chaîne de caractères assez facilement, d'accord ? Donc là, je vais pouvoir mettre le champ name et par exemple mettre la valeur de ce champ, de cette chaîne de caractères avec par exemple ici des guillemets. Alors vous pouvez mettre des guillemets, vous pouvez aussi mettre des apostrophes, ça fonctionne aussi. D'une manière générale, en fait, on conseille d'utiliser les guillemets, tout simplement parce que les apostrophes, on peut en avoir besoin pour rédiger du texte. En français notamment, on utilise pas mal l'apostrophe. Donc là, si je veux mettre le texte, par exemple, c'est Driss, ça ne va pas poser de problème. Et si j'avais mis en fait une chaîne de caractères déclarée et initialisée avec ici une apostrophe, ça aurait posé problème et j'aurais dû rajouter le caractère suivant, l'anti-slash, pour que ça ne pose pas de problème. Donc d'une manière générale, je vous encourage à utiliser plutôt les guillemets pour initialiser et déclarer votre
chaîne de caractères, d'accord? Et on va terminer par une dernière variable qu'on va déclarer sous forme de booléen. Donc là, l'initialisation, ça va être bool, B2O, B-O-O-L, et une variable booléenne, par exemple, ça va être pour déclarer une valeur true ou false. Donc là, qu'on va pouvoir d'ailleurs par la suite comparer. Donc là, on va pouvoir déclarer la variable est majeur. Est-ce qu'il est majeur? Oui ou non. Donc on va avoir la valeur true ou false. L'intérêt des variables booléennes, c'est de pouvoir stocker de manière unique, simple. En fait, on pourrait le stocker de manière numérique et l'initialiser par exemple à 0 ou à 1, mais en stockant que 2 valeurs possibles. Là, l'intérêt, c'est qu'on crée un cadre en fait informatique pour lequel on va pouvoir réaliser des conditions, une analyse sur la valeur de ce booléen, et ça va être très utile pour afficher du contenu. S'il est majeur, on affiche du contenu ou pas. S'il est par exemple membre du contenu premium, on affiche du contenu ou pas. C'est ça vraiment l'intérêt des variables de type booléen. Okay, et ce qu'on pourrait réaliser ici, c'est par exemple un petit affichage. Par exemple, on va utiliser la méthode et la fonction qui s'appelle print, qui va en fait nous permettre d'afficher du texte dans la console de notre ordinateur. Donc là, je vais pouvoir mettre je m'appelle, ici je veux marquer mon nom, sauf que plutôt que de le marquer ici, ce qu'on dit en dur, je vais reprendre la valeur de ma variable. Donc là, je vais mettre nom. Et là, je vais pouvoir mettre et j'ai tant d'années. Donc là, on va mettre la variable age. OK. Voilà. Alors là, je vais mettre mon âge exact. Voilà, comme ça sera cohérent. Donc là, en fait, avec cette fonction ici, print, on va être capable d'aller récupérer ici une variable de type chaîne de caractères, mais aussi une variable ici de type entier. Alors c'est pareil pour les décimaux, il n'y a pas besoin de la convertir. En fait là, grâce à les méthodes qui sont préconçues en fait par Dart, ils vont directement en fait interpréter que là évidemment quand je vais manipuler une variable de type numérique, eh bien il va directement me la convertir en type chaîne de caractères. Souvent d'ailleurs ce que vous voyez ici, que ce soit pour la fonction hello world ou autre, ce que vous allez voir à l'écran, c'est quasiment tout le temps des chaînes de caractères, d'accord? Mais parce que c'est converti en chaîne de caractères. Mais en réalité, quand on les manipule par exemple souvent sous type de format numérique. Parce que évidemment, si je veux lui faire une opération, par exemple lui ajouter plus 1, si je veux prendre le prix, disons afficher, lui appliquer une réduction, je ne peux pas lui appliquer d'opération mathématique si c'est une chaîne de caractères, d'accord? Parce que c'est tout l'alphabet en fait qui va pouvoir être contenu dans une chaîne de caractères. Or, dans les variables de type numérique, c'est vraiment que des chiffres et des nombres en fait qu'on va pouvoir manipuler. Ici, on va pouvoir également faire une petite condition sur notre variable booléenne. Et ce qui est pratique en fait avec les variables booléennes, et on va parler des structures de contrôle juste après, on va pouvoir lui demander d'afficher du contenu si il est majeur et dans le cas où il n'est pas majeur. Donc là, je vais pouvoir afficher par exemple le texte suivant. Je suis majeur dans le cas où la valeur booléenne, elle est égale à true. Alors derrière, dans cette structure-là de contrôle de la condition if, j'ai pas besoin de mettre if égale true. Par défaut, quand je mets if suivi de la valeur booléenne, ça veut dire if est majeur, enfin ma variable est égale à true. Et du coup, je vais pouvoir lui mettre le cas aussi opposé, d'accord? Dans le cas où je suis pas majeur, c'est je ne suis pas encore majeur, ok? On peut lancer l'exécution de notre programme pour voir ce qui va s'afficher à l'écran. Donc là, je vais afficher le texte « Je suis majeur ». Donc là, évidemment, si on vient changer la valeur ici, si on vient changer la valeur à « false », on va afficher le texte « print je ne suis pas encore majeur ». Voilà. Donc là, on va le laisser à true. Et d'ailleurs, on pourrait effectuer une dernière condition sur notre âge. Plutôt que de faire une condition sur une variable booléenne, on peut lui mettre if la variable age est supérieure, strictement supérieure à 18, alors on met je suis majeur, sinon on met je ne suis pas encore majeur. On peut regarder ce qui s'affiche. Là, on va mettre je suis majeur, et du coup, si on met non pas 16 mais 17 ans, si on met non pas 27 mais 17 ans, il va nous afficher « Je ne suis pas encore majeur ». Bon, on va reprendre, et juste après, on va parler justement de ce qu'on appelle les structures de contrôle, donc les conditions, les boucles for, les conditions while, etc. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça sert d'utiliser en fait des variables. Vous l'avez vu, les variables booléennes, c'est très pratique pour effectuer des conditions
de manière très simple. Et d'ailleurs, on est capable de reprendre cette structure de conditions directement lorsqu'on va afficher du code avec Flutter, directement dans l'affichage d'un widget, d'un widget texte, etc. On peut effectuer des conditions d'affichage, mais on est surtout capable de le faire avec du Dart directement, avec une condition if par exemple, et on est aussi capable de le faire en prenant des variables de type numérique et en lui effectuant des opérations dessus. Disons que les 4 variables qui sont indispensables à connaître pour commencer, c'est les variables de type numérique, donc les entiers et les décimaux, les variables de type chaîne de caractères et les variables booléennes. C'est vraiment universel à tous les types de programmation informatique. On reviendra sur une autre partie sur les variables de type list et map pour stocker des données avec justement plus de contenu, mais qui vont reprendre cette logique justement des entiers, des décimaux, des chaînes de caractères et des booléens. Là, dans la prochaine partie, on va parler des conditions, des structures de contrôle en fait en Dart pour effectuer des conditions en fait tout simplement ou des boucles avec notre code Dart. Ok, donc on continue avec une troisième partie qui va être consacrée à ce qu'on appelle en informatique aux structures de contrôle. Ça va en gros représenter les conditions et les boucles. C'est vrai que dans la formation, moi j'ai fait des vidéos à chaque fois, on va dire séparées pour notamment les boucles et les conditions, parce que c'est deux logiques un petit peu différentes. Là, on va tout faire en une seule et même partie. Du coup, ça va vous permettre, comme on a un exemple ici, c'est d'exécuter en fait différentes parties de votre code, mais avec justement des conditions. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des flux d'exécution en fait de notre programme. C'est-à-dire que il va être dynamique ce flux d'exécution. C'est-à-dire qu'en fonction notamment des valeurs de nos variables, c'est pour ça qu'il veut d'abord voir la notion de variable, eh bien on va exécuter telle ou telle partie de notre code, sachant qu'on va devoir nous-mêmes rédiger en fait tous les cas de figure. Mais justement, les cas de figure qu'on va rédiger, eux-mêmes vont pouvoir être dynamiques, puisqu'ils vont prendre en compte tout simplement la valeur de nos variables. Alors, on va commencer avec vraiment la classique, la condition la plus classique, avec la syntaxe suivante. Donc, on va mettre if et else. Et en fait, à chaque fois, on va mettre notre condition. Donc là, on va mettre la condition, par exemple, par défaut. Alors, on va pouvoir lui donner un sens et on va mettre ici if et else. Donc là, c'est deux mots if et else. Donc c'est si, alors. Et bien là, on va exécuter du code. Donc là, on va pouvoir mettre code à exécuter si la condition est vraie. Et ici, on va mettre le code à exécuter si la condition est fausse. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, on va pouvoir, par exemple, décrire et créer par exemple une variable pour, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, les accès utilisateurs. Donc on va mettre ici isAdmin. Donc si l'utilisateur est admin, alors on va exécuter ce code-là. Sinon, on va exécuter ce code-là. Donc là, on va pouvoir mettre print. Alors là, pour le texte, on va mettre la condition est vraie. Voilà. Et dans le deuxième cas, on va mettre la condition est fausse. Alors, à chaque fois, vous avez une erreur à la fin, un warning, on va dire, qui vous affiche quand vous êtes sur Dartpad. Ça n'arrive pas quand vous êtes sur un éditeur de code classique. C'est ce qu'ils appellent du dead code, c'est-à-dire du code qui n'est pas lu parce que lui, il interprète directement là, ce code-là en le lisant avant même qu'il soit exécuté et affiché dans notre console. Donc, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne manière de fonctionner, c'est parce que c'est des exemples qui sont trop simples, donc qui sont directement interprétés. Donc là, ce qu'on va afficher dans la console, c'est la condition est vraie. Autrement dit, on pourrait mettre ici, par exemple, l'utilisateur est admin. Ce qui se passe, évidemment, quand on met la syntaxe, quand on initialise la valeur à false, vous voyez que là, c'est le premier code qui apparaît comme du dead code, il nous répond que la condition est fausse. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une autre syntaxe qu'on peut afficher juste avant le juste avant le else ici. Ça s'appelle le else if, c'est-à-dire c'est un autre si alors. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir effectuer une autre condition. Alors là, on va supprimer ce isAdmin, donc on va revenir à cette syntaxe-là. On va mettre condition 1, et on va imaginer ici qu'on ait une deuxième condition. Et on va pouvoir en fait gérer deux conditions en parallèle. Alors, je vais enlever les prints à chaque fois. Donc là, on va mettre c'est si le code à exécuter si la condition 1 est vraie. Là, ça va être si la condition 2 est vrai, et là c'est si aucune des conditions n'est vraie. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on va déclarer et initialiser par exemple une valeur entière, d'accord ? On va mettre int numérique égale, par exemple, on va l'initialiser, disons, à 2. Et là, la condition qu'on va lui demander, c'est de le comparer en fait à 0. Donc là, on va lui dire if
num est supérieur à 0, on va lui mettre print. Là, je mets par exemple ici notre variable numérique est positif. On va effectuer une deuxième condition, c'est on va lui mettre num est strictement inférieur à 0. Là, on va lui mettre notre variable est négatif. Et on va pouvoir du coup gérer un troisième cas qui est num n'est ni positif ni négatif. Okay, donc dans le cas où on va l'initialiser à 2, ça va être il est positif. Dans le cas où on va mettre par exemple moins 2, ça va être il est négatif. Et dans le cas où il va valoir par exemple 0, ça va être il n'est ni positif ni négatif. On fait un test ici. 2 est positif. Donc on va mettre moins 22. Moins 22 est négatif. Et si on met par exemple la valeur, alors il n'y en a qu'une seule qui correspond au troisième cas de figure, c'est la valeur 0. On va avoir 0 n'est ni positif ni négatif. Alors ça du coup c'est vraiment le côté avec les boucles et les conditions qui est un petit peu le plus avancé au niveau notamment de l'utilisation des conditions. Ça veut dire qu'en fait on peut tout simplement faire autant de conditions supplémentaires qu'on souhaite le faire à partir du moment où on met ce else if et que la condition à exécuter elle est bien évidemment différente. Sinon on va éventuellement rencontrer un problème. Alors ça, c'était pour les conditions. Encore une fois, ça s'utilise de manière vraiment diverse et variée dans notre code de Flutter. On va passer maintenant à l'exécution en fait, de notre boucle et de notre plus simple en fait, boucle for. Et on va la rédiger comme ceci. Alors, normalement, on a l'exemple ici, quand vous reprenez l'exemple de la fonction du code ici, hello world, et on va pouvoir le reprendre et le rédiger nous-mêmes. Hein. C'est pas hyper compliqué. Alors, une boucle for, comment ça se présente? Ici, on va mettre dans cette boucle for, donc c'est toujours pareil, c'est le mot-clé for. On va devoir ici initialiser en fait tout simplement une variable. Par exemple, on va utiliser en fait un compteur, on va l'initialiser à 0. On va ensuite lui donner une limite à cette boucle for, on va lui dire tant que c'est inférieur à 5, par exemple, ça va être notre condition de limite. Et en fait, à chaque itération, on va lui ajouter plus 1. À chaque opération de notre boucle, on va lui ajouter plus 1. Et du coup, ici, tout le code qu'on va afficher ici, ça va s'exécuter à chaque itération. Par exemple, on va pouvoir afficher dans la console, on va pouvoir mettre le hello world suivi de notre indice. Voilà, tout simplement, c'est un exemple tout bête, mais ça fonctionne. Et on va l'afficher du coup de 0 à 4. Puisque là, notre condition, c'est strictement inférieur à 5. On peut modifier ici notre limite. Et on va aller jusqu'à 9. En réalité, on fait bien 10 fois l'opération, c'est juste qu'on commence à 0. Donc si on voulait par exemple l'initialiser à 1 et aller jusqu'à 10, il faudrait mettre comme ça. Là, on va de 1 à 10. Donc attention à l'initialisation et à la mise en place ici de votre limite. Donc là, on va reprendre l'exemple le plus simple, c'est de 0 par exemple à 5 en termes de limite. Et on va pouvoir du coup traiter le deuxième cas, en fait, la deuxième condition. En fait, on va pouvoir utiliser la boucle qui s'appelle la boucle while. Et une boucle while, ça veut dire tant que. Et en fait, tant qu'on va en fait avoir une condition qui va être valide, on va exécuter du code. L'idée, c'est que par exemple ici, on va initialiser un nombre. Je peux reprendre le même que tout à l'heure. On va le mettre par exemple à 0 pour commencer. Et on va lui dire tant que cette valeur numérique, elle est inférieure par exemple à 6, alors je vais exécuter du code, tant que cette condition, elle sera valide. Donc là, je vous le mets en commentaire ici. Ce que je viens faire, c'est que par exemple, je viens afficher cette valeur numérique ici dans la console. Donc là, je vais directement mettre un print num pour le nombre, et ensuite, je vais lui ajouter plus 1. Ce qui fait qu'en fait, on va à la fois l'afficher et mettre à jour aussi sa valeur. Je mets juste cette partie-là en commentaire pour pas qu'elle vienne nous gêner dans l'exécution. Autrement dit, en fait, on fait une boucle, mais à partir d'une seule et même condition. Or, vous l'avez compris, ici, on a
l'équivalent de ce qu'on a rédigé juste ici, puisqu'on a en fait une initialisation de notre variable, on l'a fait là, on a une limite, on l'a mise là, et on a une itération, une opération réalisée, on l'a mise juste ici. Donc en réalité, c'est la même chose. Et d'ailleurs, si vous mettez ici la même chose, vous pourrez faire ça. On va afficher le même résultat finalement que pour notre boucle for. Voilà, de 0 à 4, et on a 5 Hello World à afficher. Alors, les boucles, les opérations de conditions, etc., c'est très utile hein, quand même dans notre code Flutter à terme, puisque on peut aussi réaliser des opérations mixtes et jointes en fait entre ici des boucles for et des conditions par exemple if et else. On va traiter un dernier cas. Où je vais encore une fois initialiser en fait un nombre, par exemple je l'initialise à 10 pour commencer, et on va commencer en fait par lui effectuer une condition avant d'effectuer une boucle for. Donc là je vais vérifier par exemple que mon nombre il est bien par exemple supérieur à 0 pour ensuite réaliser une boucle for et répéter par exemple un nombre d'itérations comme on l'a fait juste ici. Et ici pareil, on vient initialiser notre nombre, notre compteur ici en fait à 0. Ici, je viens lui mettre la condition qui va être dynamique puisqu'elle va prendre en compte la valeur de notre nombre juste ici. Et ensuite, à mon itération, je lui ajoute plus 1, tout simplement. Et ensuite, là, je vais pouvoir afficher par exemple dans la console. Par exemple, on va mettre itération $i, d'accord, pour compter et surtout afficher ici le nombre d'itérations. Alors là, pour la boucle for, c'est bon. Et du coup, je vais juste prendre en compte en fait le cas else, c'est-à-dire dans le cas où si le nombre est négatif ou il est nul. Voilà. On peut regarder ce que ça donne. Donc là, en initialisant notre variable à 10, on va réaliser donc 10 itérations, donc de 0 à 9 pour notre variable de comptage. Et dans le cas où on va mettre par exemple une valeur négative ou une valeur qui est égale à 0, on ne va pas réaliser par exemple ici cette opération. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans un code Flutter, dans un code Dart, et surtout dans une application concrète, à la fin, tout est dynamique. C'est-à-dire que vous affichez jamais des données numériques ou quasiment, enfin en tout cas pour les données numériques en dur dans votre application. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est qu'une application, c'est qu'elle soit dynamique. C'est comme un logiciel. Donc, l'intérêt, c'est qu'il faut effectivement utiliser ces structures de contrôle-là, des conditions et des boucles, mais notamment des conditions pour dire est-ce que cette opération-là, elle fait du sens. Par exemple, en faisant une simple comparaison, est-ce que c'est positif ou pas? Parce que si le nombre est négatif, si vous prenez un site de e-commerce, que vous avez un montant qui est négatif ou autre, ça ne fait pas de sens de lui appliquer une réduction, etc. Bon, c'est pour vous donner des exemples concrets, mais c'est quand même important à prendre en compte, sachant que ça vous permet d'éviter notamment les bugs. Alors, on va parler de la gestion des erreurs juste après pour voir un petit peu comment on peut rapidement et facilement les prendre en main, pour les éviter tout simplement, éviter les bugs d'affichage. Mais déjà, avec une utilisation ici des boucles for, des conditions if et else, on est capable de réaliser quand même pas mal d'opérations avec notre code Dart et donc par la suite Flutter. On passe maintenant à l'utilisation et la présentation des fonctions en Dart. Ok, donc on continue avec une quatrième partie pour notre vidéo de formation sur le Dart qui va être consacrée à la notion de fonction. Donc on va voir les fonctions en Dart, leur fonctionnement, leur syntaxe, etc. et notamment leur utilité. Alors déjà sur les exemples qu'on a manipulés depuis le début de cette vidéo, on en a déjà manipulé des fonctions. Alors notamment la première que je voulais vous montrer, c'est tout simplement la première fonction qui est dite la fonction hôte, la fonction principale de notre code Dart en général et à la suite de notre application. C'est la fonction en fait main, puisque c'est cette fonction qui va en fait à la base s'exécuter et c'est donc tout le reste qui va venir s'exécuter à travers elle. C'est-à-dire que là, dans votre code Dart initial, vous pouvez en fait rédiger une fonction et mettre une deuxième fonction, par exemple, on va mettre par exemple la fonction Hello World qui pourrait afficher dans la console par exemple un message. Si j'utilise juste cette syntaxe-là, il ne va rien se passer. D'accord ? Si j'exécute mon code ici,
je vais pas exécuter ma fonction hello world. Si je veux exécuter cette fonction, il faut que je vienne la rentrer, en fait, l'exécuter dans ma fonction principale, la fonction hôte, la fonction main. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir exécuter mon code. C'est pour ça que quand vous voyez ici un code Flutter, vous allez toujours retrouver tout en haut de votre fichier principal, le fichier main.dart, vous allez retrouver l'exécution de votre fonction main ici. Et en fait, cette fonction main, pour lancer une application Dart, une application Flutter, il faut qu'elle exécute la fonction qui s'appelle runApp. Alors, vous avez une syntaxe ici qui est un peu particulière, c'est avec ici une flèche. Ça fonctionne aussi quand vous mettez des accolades, ça revient au même. Simplement, quand vous avez pour une fonction donnée qu'une seule ligne de code à exécuter, vous pouvez utiliser un système de flèches, ça va fonctionner aussi. Mais quand vous avez plus de code à exécuter, ce qui est le cas par exemple quand on va initialiser notre application avec Firebase par exemple, on va mettre un code d'initialisation à Firebase, eh bien vous pouvez utiliser les accolades. Donc rien que pour un exemple ici d'application Flutter, je vais avoir déjà plusieurs fonctions à manipuler. Je vais avoir la fonction main, encore une fois, elle est fournie avec le SDK de Dart. Et ensuite, on a le SDK de Flutter et notamment le package matériel qui nous fournit une autre fonction qui s'appelle la fonction runApp. Cette fonction runApp, elle va avoir pour rôle de lancer notre widget principal. Par exemple, là j'ai un widget qui s'appelle le widget MyApp qui représente mon application, c'est une Material App. C'est donc un widget de design de Flutter qui représente la totalité, la globalité de mon application. En fait, avec la fonction runApp, je vais connecter en fait mon application, d'accord, l'écran sur lequel je suis connecté à ce widget-là. Donc je vais lui dire de lancer littéralement cette application-là sur l'écran avec lequel je suis connecté. Alors nous, on va revenir sur le code Dart pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment on rédige une fonction. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on repart sur vraiment un code Dart vide et en fait, on va voir la syntaxe, l'utilisation, la déclaration d'une fonction en Dart, ok? Alors, la première chose qu'on va pouvoir nommer, c'est le nom de ma fonction. Donc là, je vais pouvoir l'appeler, par exemple, Hello World. D'accord? Mais là, ça ne suffit pas pour déclarer une fonction. Vous allez toujours retrouver ce schéma, vous allez avoir des parenthèses suivies ici de petites accolades. Alors, juste avant de revenir sur ces termes-là, on va voir que aussi ici, par exemple, on va avoir un type de variable. C'est les variables qu'on a vues tout à l'heure, qu'on va être capable, en fait, de retourner. Ici, ce que vous voyez devant le nom de votre fonction, la déclaration de votre fonction, c'est ce qui est renvoyé ici. Donc là, quand je mets string, il faut que ici, en fait, je vienne retourner à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Je vienne retourner à l'intérieur de ma fonction, je viens retourner une chaîne de caractères. Par exemple, ici, je vais lui mettre string hello world. Ici, ça va prendre en compte les paramètres et à l'intérieur des accolades, c'est le code que je vais exécuter. Si je mets ici devant le nom de ma fonction, je lui mets le type de variable string, ça veut dire que je dois retourner une chaîne de caractères. Si je lui mets ici le type void, ce qui est le cas de ma fonction main, à ce moment-là, j'ai pas besoin et j'ai pas le droit d'ailleurs de retourner du contenu puisque je lui ai dit que, au contraire, je retournais rien. En fait, void, ça veut dire vide en anglais littéralement, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, si je veux exécuter à peu près la même chose, il faudrait que je mette directement un print. Donc là, si je veux la syntaxe exacte de ma fonction print, de ma fonction hello world, où je veux simplement afficher du texte, voici la syntaxe. Ici, c'est le type de données qui est renvoyé. Donc là, en l'occurrence, on renvoie rien, donc on peut laisser à void. Ici, c'est le nom de ma fonction, qui ne prend pour l'instant aucun paramètre. Et ensuite, j'ai les accolades avec le print, le code que j'exécute à l'intérieur. Et donc, pour appeler cette fonction-là, il faut que je reprenne le nom de ma fonction. Je remets bien quand même les parenthèses. C'est comme ça que vous reconnaissez aussi une fonction. Et ensuite, vous mettez point virgule, tout simplement. Ce qui veut dire que là, alors on l'a déjà exécuté tout à l'heure, mais en fait, on va bien exécuter du coup le code de notre fonction hello world. Alors, on va lui dire par exemple de prendre en paramètre un élément. Alors, on va lui mettre string à l'intérieur, en parenthèse, on va lui dire de prendre en paramètre une variable qu'on va appeler myText par exemple. On va lui dire en fait maintenant, cette fonction hello world là, tu prends en paramètre une variable de type chaîne de caractères qu'on va pouvoir en fait réutiliser ici. D'accord. Et ce que je veux, c'est que en fait, à l'intérieur de ma fonction print, je vienne reprendre le paramètre ici myText. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que ici, je lui mette dans ma fonction hello world, je lui mette mon texte à afficher, d'accord? Du coup, là, alors c'est vrai qu'on a appelé la fonction hello world, on pourrait l'appeler, par exemple, cette fonction print text, d'accord? On va lui dire d'agir comme ça. Bon, alors c'est pas très utile puisqu'en fait c'est directement la fonction print, mais c'est pour vous montrer en fait une syntaxe. Du coup, ici on affiche le même résultat, mais ce qui se passe c'est que là on passe à ma fonction en fait un paramètre.
Alors on pourrait les mettre my number par exemple. My number, on pourrait mettre ça. Et là on pourrait mettre mon nombre et $my number. Et ce qu'on veut, c'est qu'ici ça soit un entier par exemple. Du coup là je peux pas lui transmettre une chaîne de caractères. Vous voyez que du coup ça s'affiche en rouge, puisque le type de variable, de paramètre ne correspond pas. Et donc là on pourrait lui mettre par exemple 25. Ok, donc là on va lui mettre mon nombre est 25. Voilà, donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré un autre exemple où on prenait en fait un paramètre, soit une chaîne de caractères, soit un nombre, soit un entier, soit un booléen, et on lui mettait, par exemple, on lui affichait du contenu. Ok. Alors, un dernier exemple, c'est que, comme je vous l'ai dit, si on met pas ici le void et qu'on met, par exemple, quelque chose qu'on va renvoyer, d'accord, ici on peut mettre un return. Le return, il fait référence en fait à la variable qu'on renvoie. Donc là, au lieu de mettre un print ici, on va créer une variable locale, une variable de texte qu'on va mettre par exemple my text, comme tout à l'heure, on met égal, et là on lui met égal à ce texte-là, à cette chaîne de caractères là. Ok. Du coup là, ici on peut retourner mon texte. Ok. Du coup, ce qui correspond plus, enfin, ce qui pour l'instant, c'est que là, dans le print text, ça l'affiche, enfin, ça va pas afficher cette fonction. Maintenant, elle n'affiche plus du texte. On pourrait l'appeler generate text. Ok. Du coup, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'appelle ma fonction GenerateText, mais elle va faire que retourner du contenu. Du coup, il faudrait que je l'affiche directement à l'intérieur d'une méthode ici, print. Donc là, je vais lui mettre GenerateText, et là, je vais lui mettre 25. Ok. On regarde ce que ça donne. Mon nombre est 25, du coup, c'est cohérent, puisque ici, en fait, dans ma fonction, en fait, on prend en paramètre un nombre entier. Donc là, c'est bon, generate 25. On génère une phrase, mon nombre est suivi de la valeur de mon nombre est 25 par exemple, et ici en fait tout simplement on retourne le texte, ce qui correspond bien à une chaîne de caractères, hein, ce qu'on a mis ici. Et du coup ici je peux mettre à l'intérieur de ma fonction print directement ma fonction generate 25, ok. Alors un autre exemple qui est extrêmement classique, c'est qu'on pourrait créer une fonction qui permettrait d'additionner en fait deux nombres entiers. Donc là je vais pouvoir appeler ma fonction sum, et cette fonction-là, elle va prendre en paramètre deux entiers, l'entier A et l'entier B. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va lui dire, c'est de directement retourner, en fait, tout simplement, un autre entier. Du coup, ce que je peux lui dire ici, c'est de retourner directement, on peut le faire l'opération comme ça, A plus B. Alors, ça fait partie des fonctions, évidemment, qui sont déjà préconçues pour nous, dans des bibliothèques notamment mathématiques de Dart, mais ça peut vous montrer comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, ici, une somme de deux entiers assez facilement. Donc on va directement l'afficher dans un print ici, on va lui mettre somme, et par exemple on va lui demander de faire la somme de deux entiers, par exemple 10 et 20. Voilà, donc là ce que vous voyez c'est que on crée, enfin directement on a le résultat de notre somme. Alors encore une fois, avec ce même genre de fonction ici, soit vous mettez directement une fonction qui va renvoyer du contenu. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est directement lui mettre un print ici, suivi de notre somme. Et du coup, ici, on n'aurait que à appeler, par exemple, la fonction somme. Je peux vous refaire un exemple. Ici, on met par exemple int c égale a plus b. Là, on pourrait mettre print c. Mais du coup, là, il faudrait que j'enlève le int qui renvoie du contenu, d'accord? Hop. Là, j'aurais plus qu'à enlever le print. Et regardez, là, on pourrait mettre, par exemple, on pourrait juste changer les valeurs. On affiche du coup 50. Et ce qu'on peut même faire, c'est qu'on peut imaginer, en fait, d'afficher, en fait, notre opération. Donc là, je pourrais mettre $A plus $B égale $C. Voilà, donc là c'est un deuxième exemple où on a créé du coup une fonction, mais qui va en fait vraiment tout réaliser. C'est-à-dire que là, j'ai plus qu'à appeler cette fonction en lui précisant évidemment les paramètres, ce qui est quand même important. Et du coup, avec ça, en fait, avec les paramètres que je vais prendre en compte, je peux effectuer des opérations dessus. Donc là, par exemple, calculer une somme et ensuite afficher, par exemple, dans la console du contenu. Alors, nous, les fonctions, pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser la partie des fonctions? C'est que vous vous doutez bien qu'une opération comme une somme, c'est quelque chose qu'on réalise très souvent. Et donc, on peut être amené, alors là, je prends un calcul mathématique, mais
de manière assez répétée, de reprendre en fait très souvent le même code, la même fonction, et donc ça vous permet en fait de réutiliser du texte. En gros, en informatique, l'idée c'est que à partir du moment où vous faites une seule fois, enfin vous faites une opération que vous avez à refaire plusieurs fois, vous le déclarez en fait à un seul endroit, vous déclarez une fonction qui va exécuter du code, qui va prendre en compte par exemple des paramètres, et ensuite vous appelez autant de fois que nécessaire cette même fonction pour aller effectuer une opération, un code, un travail quelconque, en fait une exécution de code, mais en gros vous ne devez jamais copier-coller du code sous prétexte que vous avez à le faire plusieurs fois en fait de suite. Donc voilà la logique, vous avez ici deux exemples, c'est soit vous retournez du contenu, soit vous exécutez tout le code qui est nécessaire. Dans ce cas, vous avez juste à appeler ici votre fonction, ou alors ici vous reprenez en fait le résultat qui est renvoyé par cette fonction, et ensuite vous l'interprétez, vous l'affichez, vous le manipulez, vous le stockez dans une variable, vous faites ce que vous voulez. On va passer maintenant à la cinquième partie qui va consister à analyser un nouveau type de données qu'on va pouvoir parcourir, mais surtout qui vont nous permettre de stocker plus d'informations. Donc on va parler des listes et notamment des maps qui sont deux variables vraiment Dart importantes qui vont nous permettre de stocker un plus grand nombre d'informations en reprenant les types de données qu'on a vus tout à l'heure. Ok, donc on passe à la cinquième partie de notre vidéo dans laquelle on va parler des collections en fait de données en Dart et dans tous les langages, on va dire en général informatique, mais c'est vrai que là, pour le Dart, on va retrouver des noms qui peuvent être un petit peu différents, notamment je pense aux maps, où on parle d'objets traditionnels, dans d'autres langages, par exemple comme en JavaScript aussi, même si c'est des notions qui peuvent revenir, mais c'est vrai qu'on va parler du coup des listes, des maps, et aussi un autre type d'objet que vous n'allez pas retrouver très souvent, mais qui c'est le moment, on va dire, de l'introduire aussi, c'est ce qu'on va appeler en français les ensembles, mais en anglais, on va parler des sets, c'est-à-dire des variables, c'est un peu un mixte en fait entre les maps et les listes, vous allez comprendre un petit peu l'intérêt, les différentes variantes qu'on va pouvoir proposer. Alors ces trois types de données là, à chaque fois, l'idée c'est qu'on va pouvoir stocker des suites de valeurs, en fait plusieurs données, quel que soit le type de ces données là, ça pourrait être des données numériques, des données de type chaîne de caractères ou des données aussi booléennes, mais on va pouvoir gérer un ensemble de données, c'est pour ça qu'on parle de collection de données, de manière organisée et avec certaines règles en fonction de ces différents types de données. Alors on commence avec les listes, donc on va dire, on va appeler ça en anglais c'est une liste sans le E. Alors comment on fait pour déclarer une liste? Déjà vous allez les reconnaître parce que c'est un élément qui a des crochets. Donc là par exemple on va pouvoir initialiser une variable, c'est toujours des variables de type liste par exemple, et on va pouvoir créer par exemple ici une série de nombres. Alors comment on reconnaît une liste? Tout simplement ici avec des crochets. Quand vous voyez des crochets, vous pouvez vous dire que c'est une liste. Alors c'est vrai qu'en fonction des langages on va parler de tableau aussi, mais c'est vrai que en Dart on va parler de liste, puisque c'est essentiellement des données qu'on va pouvoir se faire suivre et qui vont correspondre, qu'on va pouvoir parcourir justement, et qui vont correspondre en fait à une suite de données, à une liste de données. Donc là, pour déclarer une liste, je dois mettre le mot-clé liste devant. Alors je peux mettre le mot-clé var, en fait, le mot-clé var, il fait référence à tous les types de variables, les booléens, les nombres, les entiers, les décimaux, les chaînes de caractères, et aussi les collections, les types de collections de données en Dart, donc par exemple ici, les listes. En fait, dès que je mets des crochets, je vais faire référence à une liste. Donc ça, il n'y a pas d'erreur possible, mais vous pouvez préciser le mot-clé liste devant. Et pour une liste comme la nôtre, on peut préciser aussi le type de données qui est contenu à l'intérieur de notre liste. Vous mettez ici des petits crochets et vous mettez par exemple, le nombre, le type de variable par exemple ici. Donc là on va manipuler des entiers à l'intérieur de notre liste. Donc ça c'est une première manière de fonctionner, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a des méthodes qui sont fournies avec ces types de données. Par exemple, on va pouvoir lui ajouter un élément. Donc là je vais pouvoir lui ajouter une value, une nouvelle valeur, et donc on va pouvoir lui ajouter la valeur par exemple 6. Donc ça c'est très pratique, et ce qu'on peut faire d'ailleurs c'est à chaque fois qu'on effectue une manipulation, on peut afficher cette liste là dans la console. Donc là je peux lui dire par exemple d'afficher, on va le mettre ça en commentaire, d'afficher notre liste qui s'appelle nombre. On peut regarder comment ça s'affiche dans la console, donc là il nous l'affiche, même si on met pas on convertit pas directement nous-mêmes cette liste en chaîne de caractères, lui il la convertit automatiquement, la fonction print le convertit. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit que en fait à partir du moment où on a ajouté un élément à ma liste, eh bien on va l'ajouter visuellement aussi dans la liste qui va nous être affichée. Donc là tout simplement on vient de voir qu'en fait on a été capable d'ajouter un élément à ma liste. Alors on peut en ajouter, c'est quelque chose, c'est une fonction, la fonction add que vous allez retrouver dans d'autres langages aussi, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé aussi
en JavaScript ou en TypeScript, mais il y a la fonction qui s'appelle remove, donc pour enlever un élément, tout simplement, en lui précisant en fait le nom de l'élément, d'accord? Donc là, par exemple, si on veut enlever l'élément 3, et ensuite on va afficher la liste, hop. Voilà, vous voyez que ma liste, ici, elle vient d'évoluer, on vient d'enlever l'élément 3. On peut tester d'ailleurs, on peut réenlever l'élément 6. Donc ça va aller chercher en fait dans notre liste. C'est-à-dire que là, derrière une fonction comme la fonction remove, il y a quand même un fonctionnement un petit peu plus avancé que ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'il va aller chercher l'indice de cet élément et ensuite il va le supprimer. Puisque justement, alors on peut mettre l'indice 3, on peut le laisser, on peut lui reprendre le nom de ma liste ici, et en fait lui mettre en fait on va aller chercher l'indice d'un élément. Donc là on pourrait afficher par exemple int index égale. Là, je viens reprendre le nom de ma liste, et là, je vais lui mettre index of. Et donc là, on va aller devoir lui préciser l'indice de notre élément. Donc là, si on veut lui ajouter l'élément, lui donner l'élément 4, on va lui demander quel est l'indice de cet élément. Et donc là, on va lui mettre print index. On regarde ce qui s'affiche. Donc là, en fait, il va aller chercher l'élément 4, ici, donc là, qui se trouve à cette position-là. Il nous dit du coup l'indice de cet élément de ma liste, il se trouve à la position, à l'index 2. En fait, on commence la première case, on va parler de case, c'est la case 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, la case 4, elle est à l'indice 2, d'accord? Et d'ailleurs, ça, on aurait pu lui préciser de cette manière-là, par exemple, en formant une phrase. Donc là, on va dire que c'est tous les types d'opérations qu'on peut réaliser sur une liste. malist.add pour ajouter un élément, remove pour supprimer un élément, et la fonction index pour renvoyer en fait l'indice d'un élément dans ma liste. Alors ensuite, il y a un autre type de variable qu'on va pouvoir manipuler. C'est pas les listes, c'est ce qu'on appelle les ensembles. Alors ce type de liste, de collection là, c'est pas un type, je trouve, qu'on retrouve très souvent dans les exemples concrets en Dart. C'est finalement une liste, mais un petit peu mixée, on pourrait le dire, avec un type d'objet qu'on peut retrouver dans les types de langages, comme les langages, par exemple, comme le JavaScript. Alors, pour le déclarer, il va falloir mettre le mot-clé set ici, d'accord? Et on va pouvoir stocker, par exemple, ici, un ensemble de pays, par exemple. Lui mettre pays égal, on va pouvoir mettre des accolades, pas des crochets, ok? Et on va pouvoir stocker plusieurs pays, par exemple, à la suite. Donc là, on va mettre USA, on va mettre Canada par exemple, on va mettre la France, ok? Et on va pouvoir stocker ce nombre de pays. Alors de la même manière que pour les listes, on va être capable de préciser quel type de données on va manipuler à l'intérieur de notre ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un type de données qui est assez simple à prendre en main, mais comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas le rencontrer très souvent. Mais ça va vous permettre aussi de mieux comprendre l'utilité des maps, puisque dans les maps, en fait, on va gérer une clé en fait, qui va nous permettre d'identifier notre donnée et de la positionner. Donc là, déjà, ce qu'on peut lui demander, c'est d'afficher le contenu de notre ensemble dans la console. Voilà, donc là, il nous affiche de la même manière qu'il affichait les listes avec des crochets. Là, on a l'affichage de notre ensemble avec des accolades. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que comme pour les listes, on va avoir des fonctions, en fait, d'ailleurs avec le même nom, .add, pour ajouter une valeur à notre liste. Et donc là, on va pouvoir lui ajouter, par exemple ici, un nouveau pays. Donc là, on va pouvoir ajouter, par exemple, le pays qui s'appelle le Japon. Et bon, je vais pas vous surprendre, si on affiche à nouveau notre ensemble, eh bien, on va avoir un nouvel élément qui va être affiché. Voilà, le Japon. Et de la même manière qu'on avait pour les listes, on avait aussi une méthode pour supprimer par exemple un élément à notre liste, à notre ensemble, pardon. Donc là, on va par exemple lui mettre la fonction qui s'appelle remove, qui va aller chercher la référence d'un élément de notre ensemble pour aller le retirer. Et du coup, on va pouvoir le retirer de notre liste. Voilà, donc là, on n'a plus que USA, France et Japon. Alors encore une fois, je le répète, les ensembles c'est bien à connaître pour la culture, mais c'est pas très utilisé en pratique. Ce qu'on va utiliser dans les faits, en fait, c'est c'est pas un mix, c'est vraiment c'est comme les ensembles, mais un petit peu plus évolué. C'est ce qu'on va appeler, là je vais garder le nom anglais parce que les cartes c'est pas, c'est les maps. Donc on pourrait mettre entre parenthèses une carte, mais je vais pas me servir très souvent du nom en français. Je préfère les nommer en anglais. On va utiliser les maps. Donc les maps, ça va être, si vous avez déjà manipulé d'autres langages, ça va être en fait comme des objets. C'est-à-dire que c'est
c'est comme un ensemble, sauf que là, ici, on va utiliser un système de clés qui va être beaucoup plus utile pour associer des données entre elles. Je vais vous donner un exemple. Ici, on va par exemple stocker une carte, une map, mais qui va stocker les capitales de plusieurs pays, par exemple. Et donc là, on va pouvoir lui associer, par exemple, un pays, en fait, tout simplement avec sa capitale. Donc là, on va lui mettre la capitale de la France, c'est Paris. Et ici, on va pouvoir faire un autre exemple avec, on va prendre des pays européens. On va prendre l'Allemagne, donc là, ça va être Berlin, voilà. Et puis, on peut prendre une troisième ville avec un troisième pays, l'Espagne. Voilà, alors on va prendre Madrid, bon c'est des exemples bateaux que j'ai trouvés. Voilà, alors ce qu'on peut préciser ici, c'est qu'on va pouvoir préciser le type de notre clé et le type de notre valeur associée à cette clé. Ok ? Alors pourquoi on a des structures comme ça d'objets sous forme de map ? Parce qu'en fait on va pouvoir faire référence à un élément ici en faisant référence à la clé qui lui est associée. Donc là par exemple si je veux afficher, alors on peut afficher tout le contenu à chaque fois. On peut faire comme ça, on peut afficher toutes les capitales et donc leurs pays associés. Ça va nous afficher tout le contenu. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est afficher par exemple la capitale uniquement d'un seul pays. Donc faire référence en fait à une clé. Et donc ça, c'est extrêmement pratique pour stocker des données précises. Et de la même manière qu'on avait aussi, comme tout à l'heure, on avait des fonctions pour afficher par exemple du contenu, pour ajouter du contenu. Là, je peux prendre ma liste de capitales et pour lui ajouter un élément, en fait, je vais lui rajouter une nouvelle clé. Je vais dire, par exemple, la capitale de l'Italie, elle est égale à la valeur Rome. Voilà. Et du coup, la syntaxe, là, elle a complètement changé. C'est-à-dire qu'on passe d'une syntaxe où on faisait qu'un add.add ou .remove, d'accord ? Donc là, ce que je peux faire, c'est afficher ma liste après. Alors, je peux l'afficher en 2 fois, c'est pas grave. Avant et après, on regarde ce que ça donne. Voilà, là ici, on a un nouvel élément dans notre carte, dans notre map, qui est du coup, là c'est la valeur du pays de l'Italie. Okay ? Et pareil pour enlever un élément, donc là on peut lui mettre par exemple capital.remove, on va supprimer un objet, et donc là c'est pareil, on va aller chercher l'objet qui a cette clé-là, en fait, tout simplement. Et donc là, je peux à chaque fois afficher ma liste pour visualiser les différences. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai repris donc, ces 3 types de collections de données pour vous montrer que quand même, à chaque fois, on avait à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire initialiser notre ensemble de données, notre collection de données. On va parler de collection parce que c'est le terme vraiment informatique pour faire référence à ces 3 types de données. Pour les listes, les ensembles et les cartes, les maps, on est capable de leur ajouter un élément et de supprimer un élément de notre ensemble. Ok ? Alors, il faut savoir aussi qu'on va pouvoir gérer, et ça c'est très souvent le cas, des listes, par exemple, qui vont avoir comme case et comme élément de cette liste des maps. Et ça c'est très utile. Lorsqu'on fait par exemple des exercices où on doit parcourir des données, on peut créer une liste qui elle-même va contenir en fait des objets de type map pour dire voilà, pour chaque utilisateur, on va stocker son pseudo, son nom, sa date de naissance, etc. Et notamment ici, on va être capable de gérer des types de données qui vont être différents. Et ça, c'est très intéressant pour la suite, mais ça, je vous le montre dans les tutos de la formation de Flutter Revolution. On continue avec les bases de la programmation en fait orientée objet en abordant la notion de classe et d'objet en Dart. Ok, donc on continue avec une 6e partie qui va concerner en fait, alors on va parler globalement de programmation orientée objet, mais du coup concrètement on va parler de classe et d'objet en Dart. Alors cette notion de classe et d'objet en Dart, elle est quand même omniprésente puisque dès qu'on va passer par la suite à du développement en fait Flutter tout simplement, on va en fait à chaque fois manipuler des classes et donc aussi des objets puisque en fait on va hériter à chaque fois des propriétés des classes qui ont été conçues par Flutter. En fait, en gros, quand vous allez importer le package matériel de Flutter, vous allez importer, alors comme on l'a vu au tout début pour les fonctions indispensables comme la fonction runApp, mais aussi les stateless widgets et par la suite tous les widgets en fait de Flutter de design. Et du coup, quand vous allez déclarer en fait ce qu'on appelle un widget, en fait vous allez déclarer une classe qui va hériter en fait de toutes les propriétés des widgets, des stateless widgets de Flutter ou des stateful widgets. On reviendra dessus dans plus des vidéos évidemment sur la partie Flutter. Alors
concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une classe? À quoi ça sert dans notre application? Ça vous permet en fait de créer, de structurer en fait votre code de manière un petit peu plus modulaire et on va dire, on parle de conception orientée vers orientée objet, c'est-à-dire des concepts un peu plus réels. Et donc, ça va vous permettre de mettre en place des systèmes un peu plus complexes et qui vont être effectivement ici interconnectés. Et notamment, la notion d'héritage, elle est très importante pour nous, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, les widgets Flutter, en fait, ce sont des classes dont nos propres widgets vont pouvoir hériter. Alors, ce que je vous propose ici, c'est créer une classe très classique, hein, on va appeler la classe personne, puisque c'est une classe qui va nous permettre d'associer, par exemple, à une personne un nom, un prénom ou un nom, et un âge. Et en fait, on va pouvoir, par exemple, lui donner ce qu'on va appeler des méthodes, pour retourner en fait, par exemple, une phrase qui dit cette personne, elle s'appelle Driss et elle a tel âge. Ok. Alors, ce qu'on va pouvoir ici déclarer, ce sont des attributs en fait. Les attributs de notre classe, ça va être des propriétés. Et donc, par exemple, ici pour une personne, ça va être le prénom ou le nom. Alors, on va laisser le nom ici. Et donc, ces attributs, c'est ce qui va être associé à une classe. Donc, on va pouvoir mettre le prénom et par exemple, avec un nombre entier, on va pouvoir lui donner l'âge. Donc ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des propriétés et on parle d'attributs de notre classe. Ok. Ce qu'on va pouvoir également déclarer par la suite, c'est en fait un constructeur pour lui associer, en fait, pour faire le lien entre notre classe, en fait, et ses différents attributs ici. Et donc là, on va pouvoir remettre ici string le nom suivi de l'âge qu'on va associer avec une personne. Et ce qui est important ici, c'est de bien indiquer avec une syntaxe qui est déterminée, c'est-à-dire que celle-ci, elle ne va pas changer. Vous mettez this.nom égale nom, et ensuite vous mettez this.âge égale âge, ici. Et en fait, ce constructeur, il va nous permettre, en fait, c'est vraiment d'initialiser la déclaration de notre classe. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, depuis qu'on a eu justement la mise à jour du null safety, c'est qu'en fait, on va devoir initialiser en fait tous nos attributs, tout simplement, de les initialiser. Donc, par exemple, avec 0 pour l'âge et avec une chaîne de caractères vide pour la partie ici, pour le nom, le prénom de la personne. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'ensuite, on va pouvoir déclarer, par exemple, une classe et du coup une instance, un objet à partir de cette classe. Ici, par exemple, je vais pouvoir reprendre le type de ma classe. Et là, je vais lui mettre personne1 égale. Et là, je viens reprendre le nom de ma classe et on va lui mettre entre parenthèses, du coup, ces fameux attributs. Donc là, je vais pouvoir mettre Driss, virgule, 27. Ok. Et donc là, on va créer un objet à partir de cette classe. Donc la différence, c'est qu'une classe, c'est vraiment ce qu'on définit là. Et un objet, c'est un objet de cette classe. On va créer un objet à partir de cette classe. Et en fait, on reprend la syntaxe qu'on a définie ici, c'est-à-dire la syntaxe du constructeur. Donc on lui met bien en paramètre, en attribut ici. La première variable, c'est le nom, et la deuxième variable ici, c'est l'âge. Ce que je peux lui mettre ensuite, c'est lui mettre un print ici, et là je vais pouvoir aller chercher les attributs de cette personne. Donc on va pouvoir aller afficher par exemple ici le champ nom, et on va pouvoir aller afficher également le champ âge. Voilà, de manière très classique. Ce qui veut dire qu'on est capable, en fait, une fois qu'on a défini un objet à partir d'une classe, d'aller manipuler soit un de ses attributs, soit un autre. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est montrer comment on déclare, en fait, une méthode. Alors là, je peux vous le mettre ici. Donc là, c'est ce qu'on avait appelé le constructeur. On va pouvoir déclarer ce qu'on appelle une méthode. Et une méthode, en fait, c'est tout simplement une fonction qu'on va définir à l'intérieur d'une classe et qu'on va pouvoir appeler à partir du moment où on a déclaré et initialisé notre classe. Par exemple, ici, on va appeler la méthode sePrésenter. Et du coup, cette fonction et donc cette méthode-là, elle va aller afficher dans la console, elle va aller afficher une classe qui s'appelle, enfin un texte qui inscrit le contenu suivant, par exemple bonjour. Je m'appelle $nom et j'ai $âge suivi du nombre d'années. Ok ? Et donc là, on peut préciser aussi le type de données qu'elle renvoie. Ici, elle renvoie rien, elle affiche juste du contenu, donc on peut mettre void. Et du coup, ce que je peux faire ici, c'est plutôt que de mettre un print, on va mettre directement personne1.sePrésenter. D'accord ?
La différence, c'est que quand on déclare une fonction de manière indépendante, comme on l'avait fait pour la fonction hello world, d'accord, on n'a pas besoin, on peut l'appeler directement comme ça. On peut l'appeler directement ici, hello world, point virgule. Quand on fait appel à une méthode, il y a toujours le nom de la classe juste devant. Voilà, c'est la différence entre une méthode qui est propre, donc qui appartient à une classe, et une fonction classique. Du coup, on peut tester ici l'exécution de ma fonction, de ma méthode. On va afficher « Bonjour, je m'appelle Driss et j'ai 27 ans ». Évidemment, l'idée, c'est qu'on va pouvoir afficher ça avec différentes personnes. Bonjour, avec une personne 2. Je m'appelle, par exemple, là, on va pouvoir lui initialiser des données. On va pouvoir mettre Alice et j'ai 30 ans. Voilà. Donc là, il faut bien aussi montrer que là, l'intérêt des classes et donc des méthodes par la suite, c'est que c'est complètement dynamique au niveau des données qu'on va du coup transmettre à notre objet, d'accord. On va lui donner des valeurs en fait à ces attributs-là. On va lui donner par exemple ici des chaînes de caractères et des entiers, et donc c'est ce qui nous permet en fait tout simplement de créer ensuite du contenu qui va être totalement modulable. Alors on va prendre un deuxième exemple de classe pour parler un peu de ce qu'on appelle les méthodes d'accès. Les méthodes d'accès, on va parler des getters et des setters qui nous permettent de contrôler en fait l'accès à des propriétés qui peuvent être privées ou non en fait, et on parle, on va dire encapsuler en fait la logique d'accès. Donc c'est des termes un petit peu qui paraissent un petit peu compliqués, mais vous allez voir qu'en fait c'est pas très compliqué quand on prend un exemple assez simple. Donc là je vais déclarer par exemple une classe que je vais appeler la classe par exemple compte bancaire. Okay, ce que je fais, c'est que cette classe compte bancaire là, elle va ici avoir une propriété qui va être la propriété du solde de notre compte bancaire, qu'on initialise par exemple ici à 0. Okay, et en fait, on va déclarer ici une méthode de type getter qui va nous permettre en fait de retourner tout simplement le contenu de notre solde. Donc là, il faut que je mette get. On va appeler la méthode solde. Là, directement, je mets une accolade. Je mets return ma propriété ici, solde. Et d'ailleurs, ici, je peux préciser que du coup, en fonction de la donnée de ma variable ici, le type de donnée, on va bien ici renvoyer une variable de type double. Ce que je peux faire aussi, c'est qu'on va pouvoir déclarer en fait par la suite des méthodes qui, au lieu des getters, on va les appeler les setters. Et donc là, vous mettez, alors là, je vous mets que vous voyez en fait comment ça s'écrit. Là, on va mettre set solde ici. Alors par contre, on va lui demander de prendre en fait un paramètre. En fait, on va lui demander de prendre le nouveau, par exemple ici, le montant. Voilà. On peut effectuer, alors voilà, c'est quel est l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir effectuer en fait, ajouter en fait des sécurités. On va pouvoir mettre si le montant est bien, par exemple, supérieur ou égal à 0. Voilà, ça va être une condition. Alors on va reprendre notre propriété de solde et on va mettre égal montant. Voilà. C'est-à-dire qu'on va être capable tout simplement d'influencer sur la valeur en fait du coup du solde de notre compte bancaire. Alors comment on fait pour du coup reprendre cet exemple-là ? Alors je mets la classe personne juste en haut pour bien espacer ici notre logique. Alors ici du coup il faut que je crée en fait un objet de ma classe compte bancaire. Donc là je peux reprendre le type de ma classe, je mets compte bancaire. J'appelle cet objet mon compte et je prends compte bancaire et je l'initialise, enfin j'ai pas besoin de l'initialiser puisqu'il n'y a pas de propriété à initialiser ici. Voilà. Ensuite ce que je fais c'est que je prends compte point ici, je vais reprendre le setter ici solde, voilà, et là on lui met égal, par exemple on va lui mettre 1000. Alors on manipule des données en entier. En fait là je vais affecter une valeur à mon solde de compte bancaire, mais par contre je l'affiche toujours pas. Donc là ensuite il faut que je mette par exemple un print ici, et là que je fasse accès à mon getter, donc là je vais mettre point solde, et du coup là il va nous l'afficher. En fait on va différencier la logique de récupération en fait, de notre donnée et la logique où on va l'updater cette valeur là en fait. Okay,
Donc là, au niveau de la syntaxe, c'est toujours compte en fait point solde, sauf que là, on a mis la méthode get et la méthode set pour aller mettre à jour en fait la valeur de notre compte bancaire. Et donc là, on va pouvoir l'afficher dans un print. Encore une fois, l'utilité ici, c'est pour pouvoir contrôler en fait l'accès à des propriétés qui peuvent être évidemment sensibles, à des données qui peuvent être privées, et donc en fait de différencier ce qu'on va dire en fait encapsuler, donc de séparer les deux logiques d'accès pour qu'on puisse d'un côté soit mettre à jour, par exemple ici le montant de notre compte bancaire, et en deuxième partie, c'est récupérer en fait la valeur, le solde par exemple ici de notre compte bancaire. Donc là, cette logique-là, dès que vous voyez un get et un set, c'est en fait des méthodes qu'on va définir, mais qui vont être soit de type getter, soit de type setter. Et en fait, vous le différenciez, c'est que set c'est pour setter et get évidemment c'est pour getter. Donc voilà pour la partie sur les objets et les classes en fait dans notre langage et dans tout le SDK et par la suite le SDK Flutter. Donc c'est quand même très important puisque vous allez le voir ici, on le retrouve. Alors, je n'ai pas parlé dans la vidéo là pour le moment de notion d'héritage, mais en fait ici, bon ça je le montre dans le chapitre Dart de la formation, mais en fait ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait quand vous manipulez des widgets Flutter, vous manipulez en réalité des classes dont vous héritez en fait, dont vous faites hériter toutes les propriétés en fait des widgets, des classes donc qui ont été créées par et qui sont fournies par le SDK en fait de Flutter. Et donc en fait quand je crée par exemple un widget qui s'appelle MyApp ou MyHomepage, je déclare une classe et je lui demande en fait d'étendre, d'hériter de toutes les propriétés ici par exemple des stateless widgets de Flutter. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, j'en dis justement un petit peu plus dans la formation et dans tout le chapitre sur le Dart de Flutter Révolution. On passe maintenant à une partie, on va voir rapidement comment gérer, en tout cas comment on peut faire simplement pour gérer des erreurs d'exécution de notre code Dart pour éviter effectivement de rencontrer des problèmes et donc de générer des bugs à notre application. On continue avec une 7e partie qui va être consacrée en fait à la gestion des erreurs que l'on peut rencontrer donc en Dart, et donc ça va aussi dans la logique en fait s'appliquer à tous les autres langages de programmation. Donc c'est une partie qui est cruciale, hein, ça permet on va dire de détecter, de signaler aussi les erreurs et donc de gérer d'une meilleure manière en fait les problèmes qu'on peut rencontrer et qui vont survenir en fait lors de l'exécution finalement de notre programme, de notre application par la suite. Et en Dart, on va parler de mécanismes, alors c'est pas que pour le Dart cette fois-ci aussi, on va parler de la gestion des exceptions. En fait, on va pas parler des erreurs, on va parler d'exceptions. Et en fait, une exception, c'est quoi? C'est une situation qui va pouvoir être repérée, une situation un petit peu anormale, ou plus concrètement pour nous en tant que développeurs, ça va être une erreur qui va être rencontrée. Donc c'est un petit peu comme on pourrait voir les conditions if-else. Là, on va parler d'exceptions pour en fait les essayer par exemple du code et éventuellement repérer. Et on va parler du coup d'exception, c'est le terme qu'on va employer. Alors ce que je fais ici, c'est qu'on va supprimer ici toutes les classes qu'on avait créées dans la partie précédente et on va voir en fait la structure de base pour gérer en fait une erreur et donc repérer éventuellement une exception. Ça va être l'utilisation en fait des blocs try and catch pour essayer du code et repérer en fait si besoin ce qu'on va donc appeler une exception. Donc là on parle des blocs try and catch. Donc là ça va être, on va placer le code qui va être susceptible ici de générer, on va dire, une exception. Et donc là, ici, on va placer le code de gestion de cette exception-là. OK? Donc, à l'intérieur, en fait, du bloc ici, try, on va fournir, en fait, un code source, donc là, un code Dart. Et si une exception est repérée pendant l'exécution du coup de ce code-là, eh bien, c'est le code qui va se trouver à l'intérieur du bloc ici, catch, qui va être exécuté pour gérer en fait justement l'exception. Alors un exemple facile qu'on peut générer en fait en tant qu'erreur, on va pouvoir déclarer par exemple une variable qu'on va appeler résultat. Et là on va faire une division par 0. Et donc là en fait on va générer une erreur, donc on va mettre ici divisé par 0. Et donc là, on va lui mettre catch exception. Donc là, on peut mettre soit l'exception, soit souvent ce qu'on fait, c'est catch E pour en fait dire on va renvoyer comme une erreur ou en tout cas un message d'erreur pour repérer notre exception. Donc là, on va mettre print. Et donc là, on va pouvoir mettre le texte par exemple. Une exception s'est produite
2 points, et là en fait on va aller afficher notre message par exemple ici d'erreur. Alors pardon, j'avais oublié le petit symbole ici pour réaliser une opération en fait de division ici. Il faut réaliser ici ce qu'on appelle une division qui va être tronquée, et en fait ça nous permet ici par contre là d'afficher du coup le message d'erreur. Donc on a bien une exception s'est produite, et là ce qui nous est renvoyé en fait comme exception par finalement le SDK Dart, c'est que en fait cette opération est impossible, on ne peut pas diviser en fait un élément qui en fait correspond à l'infini. Alors ça c'est un exemple classique en fait, puisque c'est une erreur qu'on peut rencontrer en fait là ici de manière mathématique, mais il faut savoir qu'on peut repérer aussi des erreurs, notamment lorsqu'on va utiliser Firebase. On peut rencontrer des problèmes parce que par exemple lorsqu'on utilise Firebase, qu'on veut faire une opération dans notre base de données, mais que par exemple on n'est pas connecté, eh bien on va devoir ici faire un bloc, utiliser le bloc try and catch pour essayer en fait de parvenir à repérer, à accéder par exemple à notre base de données. Mais dans le cas où on repère une exception, on va catcher, donc attraper on va dire cette erreur, et du coup exécuter du code, donc pour afficher par exemple nous un message d'erreur dans la console, mais aussi un message d'erreur à l'utilisateur. Alors rapidement aussi, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais on peut voir aussi comment on fait pour créer en fait une exception qui va être personnalisée en fait. Et bien tout simplement, on peut en fait déclarer une classe qui va reprendre en fait notamment ici pareil, qui va hériter en fait de toutes les propriétés de la classe qui s'appelle exception, donc qui a été créée, qui est fournie aussi en fait tout simplement par le SDK de Dart. Alors ici ce qu'on va pouvoir du coup définir, c'est une variable de type chaîne de caractères qui va nous permettre de définir justement comment est-ce qu'on fait pour quand on veut définir en fait une exception et donc un cas de figure avec un message par exemple personnalisé. Et donc là on va lui dire en fait de prendre avec le constructeur de notre classe ici la propriété message. Et là, en fait, on va écrire, en fait, on va convertir en fait une chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre toString. En gros, tout simplement, ce qu'on va lui dire, c'est de retourner le message suivant, en fait, la chaîne de caractères suivante. Donc c'est mon exception. 2 points. Et là, je viens récupérer le message avec la variable, la propriété ici, message. N'oubliez pas le point virgule ici. Ce qu'on peut faire en fait pour tester notre exception, c'est déclarer en fait ici une fonction très simple. Là j'ai repris les exemples les plus classiques. Vous l'appelez par exemple la fonction example. On reprend les blocs try and catch. Donc là le bloc catch, on lui met toujours, il renvoie toujours notre variable e ou exception. Ok. Print, on va lui mettre directement print e. Et ici, par contre, ce qu'on va faire, c'est, on va lui dire, on va utiliser le bloc qui s'appelle throw pour lancer en fait mon exception. Donc là, on vient reprendre l'exception qu'on a créée ici, avec, par exemple, bon là c'est une chaîne de caractères lambda, mais on peut mettre ceci et mon exception qui est cette fois-ci, on va dire personnalisée. Ok ? Et donc là, on peut exécuter du coup la fonction ici example. Donc là, throw, ça veut dire lancer. En fait, on va les récupérer, enfin, on a été implémenté l'interface de notre exception, et elle va être lancée et capturée, en fait, pour que son message ici, qu'on a spécifié, soit affiché. Voilà, mon exception, 2 points. Ceci est mon exception qui va être personnalisée. Alors, la gestion ici des exceptions personnalisées, c'est pas quelque chose que moi, je pratique au quotidien, parce que c'est des exemples tellement précis que voilà, c'est pas indispensable quand on va développer une application Flutter, même si c'est un petit peu, par exemple, comme je vous montre aussi dans la formation, comment on crée, par exemple, une bibliothèque Dart personnalisée. Ça fait partie aussi des exemples qui vous permettent de bien comprendre, en fait, le fonctionnement, par exemple, ici d'une exception. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une classe, comme souvent, en fait, en Dart, qui va, elle, hériter des propriétés d'une classe mère qui elle a été définie par le SDK, par le langage Dart en lui-même, et donc ça vous fournit un petit peu les codes avec un constructeur, à chaque fois ici des méthodes à définir, du coup que vous compreniez bien en fait comment ça va fonctionner, la gestion en fait des erreurs, et donc le fait de repérer et d'adapter en fait l'exécution de son code avec la gestion des erreurs et donc la gestion des exceptions. Et ce qu'il faut se dire à la fin, c'est qu'en fait, au-delà de repérer une erreur, ça peut nous permettre d'afficher ou pas du contenu à l'utilisateur, par exemple d'afficher un message d'erreur. Vous savez, quand vous faites les méthodes de connexion Google, Apple, etc., il y a plein de cas de figure en fait différents qui peuvent être rencontrés, et donc notamment des erreurs qui peuvent être rencontrées, donc c'est quand même pratique
de comprendre un petit peu le fonctionnement de la gestion des exceptions pour dire, bah voilà, dans le cas où on peut rencontrer une erreur qui peut avoir, où il peut y avoir en fait plein de sources d'erreurs possibles quand on se connecte à Apple, à Google, ça peut être la connexion Internet, ça peut être un compte qui est déjà pris, ça peut être un compte qui est déjà pris pour une autre adresse email via un autre fournisseur, bref, on peut avoir plein de sources d'erreurs différentes, mais avec la gestion ici des exceptions, ça vous permet de gérer ça proprement, d'afficher soit vous du contenu dans la console pour être capable de comprendre ce qui se passe, d'où vient le problème, d'analyser la source du problème, mais aussi pour l'utilisateur d'afficher un message d'erreur qui correspond à ce cas de figure-là. On continue avec une 8e et du coup dernière partie qui va être dédiée en fait à la programmation qu'on dit asynchrone en Dart, et vous allez voir que ça aussi ça s'applique à plein d'autres domaines en informatique. Allez, on termine cette vidéo de formation sur le Dart avec la gestion de la programmation qu'on dit asynchrone. Alors asynchrone c'est quoi? Il y a un côté en fait temporel, donc asynchrone ça veut dire littéralement qu'il n'est pas synchronisé. En fait ça fait tout simplement référence à des opérations qui peuvent prendre en fait du temps dans notre code. Alors on va parler surtout par exemple de l'accès à notre base de données, on peut parler aussi aux appels type réseau, donc forcément où il y a une latence parce qu'il y a le côté en fait que tout simplement c'est connecté à Internet, mais pas que, mais c'est l'exemple typique que vous allez pouvoir retrouver. Et donc là je vous parle quand même de Firebase parce que quand on fait de la programmation avec Flutter, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je ne sais pas si on n'aurait pas un exemple ici avec par exemple le Firebase dans un exemple Flutter. Alors on peut regarder rapidement ici. Alors ici, on a effectivement un block try and catch, ça c'est intéressant, où on a ce qu'on appelle ici Flutter Binding pour voir si notre application est bien initialisée. Et par exemple, là, vous voyez qu'on a du await. Donc await, ça fait référence en fait à cette gestion asynchrone de notre code ici. Donc la fonction main elle-même va avoir un comportement qui va être asynchrone. Et donc on a certaines lignes de code, il y a un await devant parce que en fait, c'est des opérations qui vont mettre en fait du temps à s'exécuter. Donc là, vous voyez un petit exemple de code d'ailleurs qui vous est fourni par Dartpad. Donc là, c'est du code Flutter. Il y a l'aspect connexion avec Firebase. On a les packages Firebase Core pour s'authentifier, pour se connecter à Firebase, et Firebase O, c'est pour utiliser l'authentification. Et ensuite, on a l'accès aux bases de données avec le package Cloud Firestore. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai fait des vidéos et évidemment, vous avez toute la formation Flutter Evolution pour voir tout ça en détail. Mais du coup, effectivement, l'aspect connexion à la base de données, ça fait partie de l'élément qui est très classique lorsqu'on va parler de programmation asynchrone. Donc, tout simplement, pour résumer, ça va vous permettre aussi d'améliorer, la réactivité de votre application et surtout éviter d'exécuter le flux en fait global de votre programme. On parle de thread. En gros, le flux d'exécution global de votre programme, de votre application, pour éviter qu'il y ait de la latence, qu'il y ait des bugs, qu'il y ait des blocages en fait de l'affichage et d'exécution du coup de votre code. Alors quand on va parler d'opérations asynchrones, on va parler en fait de futur et de promesse. Alors on va voir rapidement comment on le définit tout ça. Alors par exemple ici, on va déclarer une fonction, d'accord, qui va s'appeler obtenir données, ok. SES ici. Donc en fait c'est une fonction en fait qui à la base est une fonction classique. Sauf que là on va lui définir en fait le type de données qu'elle va renvoyer. On va lui dire qu'elle va renvoyer un futur. Un futur c'est quoi? En fait c'est tout simplement une valeur en fait qui n'est pas encore disponible au moment où on exécute en fait notre ligne de code. Donc quand je vais lancer la fonction obtenir données, en fait elle va pas être le résultat ne va pas être immédiatement disponible. Et du coup ici c'est tout simplement une fonction, d'accord, dans laquelle on va retourner en fait du contenu. Alors là ce que je fais c'est que effectivement là c'est un exemple qui est purement théorique, qui n'est pas applicable dans les faits, c'est qu'on va en fait lui préciser une méthode qui s'appelle future.delayed pour en fait renvoyer du contenu, exécuter du code, mais à partir simplement d'une durée en fait temporelle, d'un aspect temporel. Donc là on va utiliser la classe qui s'appelle duration et on va lui préciser par exemple un temps de latence de disons 2 secondes tout simplement pour venir exécuter en fait notre code. Et en fait une fois que ce temps va être écoulé, on va du coup lui dire effectivement de renvoyer plutôt le code suivant, et donc là on va pouvoir mettre données tout simplement reçues. Donc c'est un exemple qui est purement théorique, mais c'est pour vous montrer un petit peu la syntaxe. Donc là l'objet futur c'est quoi? La future c'est vraiment, ça fait référence à la valeur qui n'est pas encore disponible, et la promesse c'est l'objet qui produit cette valeur en fait à un moment donné. Alors pour que vous compreniez vraiment comment ça va
fonctionner. On pourrait reprendre ici notre méthode, ici notre fonction plutôt obtenir données. Et comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer en fait les données de notre résultat? Comment on fait pour renvoyer ce résultat? En fait, on fait appel à la méthode qui s'appelle .zen. Zen, vous allez le retrouver très souvent dans du code, notamment on peut manipuler Firebase. Moi, je l'utilise je le rencontre depuis des années également quand c'était du JavaScript, quand je codais avec d'autres outils. Pourquoi? Parce que cette logique-là, elle est exactement la même. En fait, ce .zen, littéralement, c'est quand en fait vous allez récupérer le contenu, et bien vous allez renvoyer du coup, par exemple, une variable que vous pouvez appeler ici, par exemple, le résultat. Et donc ici, ce résultat, on va pouvoir ensuite le manipuler. Et c'est tout l'intérêt en fait de cette gestion asynchrone en fait de notre code. Et là, par exemple, on va pouvoir afficher dans la console le message qui est reçu. Donc là, on l'a stocké, on l'a renvoyé, on le stocke dans la variable qui s'appelle résultat. On peut déjà faire un test en fait ici au niveau de l'exécution de notre petite méthode ici, de notre fonction. Donc là, on va afficher du coup un message suivant, les données sont reçues. Alors, on pourrait même afficher comme un délai d'affichage. Bon, je ne sais pas si on le verrait ici avec Dartpad, mais en tout cas, ça pourrait être vérifiable et testable avec vraiment du code Flutter. Mais là, du coup, on a ce délai de 2 secondes avant de renvoyer les données. Mais par contre, là, on n'a pas de latence d'affichage, on n'a pas de bug d'affichage au niveau de la gestion ici de l'exécution de notre code. Du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, à quel moment on va utiliser les termes await et asynchrone pour marquer en fait qu'une fonction a un comportement justement qui est dit asynchrone. Donc là, on va pouvoir créer une fonction qui va être qu'on veut, en fait, bon, c'est des exemples encore une fois purement théoriques, mais qu'on veut définir avec un comportement du coup asynchrone. Vous allez voir comment ça se définit. Alors là déjà, on va déclarer cette fonction de type futur. Ici aussi, je peux définir le type de données qui est renvoyé avec ici, voilà, en précisant que c'est une chaîne de caractères. Donc on va faire pareil ici, sauf que là on va mettre void, puisqu'en fait ça ne va pas renvoyer du contenu. Par exemple, là on va afficher du contenu dans la console, mais toujours avec ce comportement qui va être asynchrone, puisque on va utiliser en fait cette méthode obtenir des données. On ne va pas directement exécuter notre code ici dans la fonction main. Donc là en fait je vais les définir aussi, on va lui mettre ici le mot-clé async pour définir en fait qu'on va utiliser des lignes de code et des méthodes qui font appel ici à un futur. Alors là on peut reprendre par exemple une structure de try and catch, puisque, comme je vous l'ai dit, là vous l'avez vu dans l'exemple qu'on a vu il y a un instant de Firebase, on va très souvent en fait utiliser ce bloc-là pour éviter qu'on ait des erreurs qui bloquent l'exécution de notre code. Donc là, on va aller faire appel à notre méthode, à notre fonction ici, obtenir des données, voilà. Sauf que là, on a dit, il y a un futur devant. Donc là, pour exécuter ce code-là, je suis obligé de mettre un await juste ici. Et donc, comme je mets un await là, je suis obligé de mettre un async. Si je l'enlève, il va me générer une erreur. Voilà. Il faut bien le préciser, quand vous avez un async, vous avez forcément un await quelque part et vice-versa. Et donc là, je peux mettre le bloc catch. Donc là, vous mettez ou erreur, peu importe. Et ensuite, vous allez afficher, par exemple, une erreur si éventuellement ça s'est produit. On peut mettre là une erreur. C'est produite, 2 points, vous mettez $e, alors pour faire court, on met juste le E, vous pouvez mettre erreur ou error en anglais. Ok? Donc là, au niveau de notre variable résultat, c'est bon. Bon, ce qu'il faut évidemment, c'est l'afficher effectivement dans la console pour que ça ait un sens. Donc là, j'ai plus besoin de prendre ce code-là avec la méthode zen qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, j'ai plus en fait qu'à faire appel à ma méthode exemple asynchrone. Donc là, je peux reprendre cette fonction-là juste ici, et du coup, on va pouvoir tester en fait l'exécution de notre fonction qui, elle, ici, est une fonction qui est asynchrone. Vous voyez qu'on a quand même l'affichage du mot-clé console, et ensuite, effectivement, 2 secondes plus tard, là, j'ai pas coupé au montage pour que vous voyez bien que ça prend un petit peu de temps, on a du coup l'affichage de nos données reçues avec une latence de 5 secondes. On pourrait en fait augmenter la latence ici. Donc là, vous voyez que le texte console va s'afficher, là c'est terminé, et on attend 5 secondes. Et du coup, mes données sont affichées au bout du coup de 5 secondes. Alors, l'intérêt d'utiliser cette syntaxe, ces opérateurs ici async, await, c'est de rendre effectivement la programmation déjà plus lisible et tout simplement de faciliter la gestion des opérations qui vont être asynchrones. Et encore une fois, il y en a pas mal dès qu'on va manipuler ici. Alors, je vous montre Firebase, mais en fait, vous avez à peu près dans toute la récupération d'un back-end en général, ça va être des données, une manipulation asynchrone. Pourquoi ? Parce que en fait, dès qu'on passe par Internet, ça va dépendre
concrètement de la connexion, du type de connexion de l'utilisateur, du flux, de la rapidité de sa connexion Internet. Et donc, on ne va pas être capable de dire à telle date, il reçoit l'information. C'est vraiment quand il reçoit l'information. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce point zen par moment, ou alors un await pour dire on attend qu'on ait récupéré le contenu. Et aussi, vous voyez bien avec les blocs ici try and catch, on peut reprendre rapidement l'exemple ici de Firebase, ça s'appelle NanoChat, Firebase NanoChat. Vous voyez qu'on a des blocs try and catch. Pourquoi ? Pour éventuellement en fait récupérer des erreurs quand c'est des opérations qui prêtent soit par exemple ici de Firebase, et ici c'est pas du Firebase, c'est du Flutter. C'est pour être sûr que l'application Flutter est bien initialisée, ensure initialized, pour pas qu'on commence à synchroniser d'abord Firebase avant que Flutter soit bien terminé. Et pareil ici pour l'opération qui s'appelle initialize app, donc c'est une des méthodes en fait qui est fournie par le package Firebase Core qui vous permet en fait tout simplement de bien connecter votre application Flutter à un projet Firebase. Donc là vous allez transmettre les identifiants de connexion, etc. Donc là je suis pas en train de faire un cours sur Firebase, mais c'est pour vous montrer que concrètement ces notions de programmation asynchrone, vous les retrouvez absolument partout. Moi, je m'appuie énormément sur Firebase dans la formation Flutter Evolution et dans tous les autres cours que je propose, que ce soit Flutter Academy, Flutter Flow Challenge, etc. Parce que Firebase, c'est vraiment un système et un ensemble de services qui est très complet au niveau des bases de données, de l'authentification. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont disponibles. Et ensuite, vous allez retrouver votre code Flutter classique, mais on peut avoir vraiment de manière assez régulière besoin de cette programmation qui est dite asynchrone et donc qui a des notions donc un petit peu on va dire temporelles à manipuler. Donc retenez ici, on reprend notre code qu'on a réalisé, que en fait dès que vous allez retrouver les futurs, c'est qu'on parle de futurs et de promesses. Quand on parle des opérateurs ici asynchrone, await, c'est pareil, on fait forcément référence à des opérations qui sont asynchrones. Et donc vous voyez des exemples assez simples. En fait, de toute manière ici, on est souvent guidé par la rédaction de code avec Visual Studio Code, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir une fonction par exemple qui renvoie un futur, il va vous suggérer de mettre un await, et une fois que vous mettez le await, il va vous suggérer de mettre le async pour déclarer que votre fonction ici, elle prend en compte un résultat qui est asynchrone. Bref. N'hésitez pas à prendre les suggestions ici des éditeurs de code, de Visual Studio Code notamment. Voilà du coup pour la conclusion, on va dire, de cette vidéo. Donc déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ce contenu déjà vous a permis quand même d'avoir quelques bases pour le Dart, même si ça reste des bases aujourd'hui, que ça suffit pas, on va dire, pour créer évidemment des applications Flutter, mais ça va vous permettre d'être quand même beaucoup plus à l'aise pour la suite. Je vous laisse encore une fois le lien du support pédagogique, tout est dans la description. En fait, c'est un article que vous allez pouvoir consulter sur le blog, donc il y a toutes les notions qu'on a abordées aujourd'hui, donc les variables, les fonctions, les classes, etc., les types de collections. Et je vous invite également à regarder, à jeter un petit peu un œil aussi à tout le chapitre en fait sur le Dart de la formation Flutter Evolution. Donc c'est un des chapitres de la formation, il y en a d'autres, il y a des chapitres sur Flutter, l'interface utilisateur, sur Firebase. Bon, pour ceux qui connaissent, qui sont déjà inscrits, il y en a plusieurs, il y a énormément de contenu qui est disponible uniquement dans la formation Flutter Evolution, puis j'ai d'autres formations à côté. Moi, de mon côté, ce que je vais vous proposer en fait par la suite, c'est tout simplement d'autres vidéos un petit peu de formation qui vont être accessibles gratuitement donc sur la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore membres des formations ou qui ne sont pas encore convaincus, on va dire, que Flutter c'est un outil qui est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Ce que je vous invite aussi à faire tout simplement, c'est à rester ici, c'est à jeter un œil en fait tout simplement à la plateforme Dartpad, puisque vous allez retrouver aussi plein d'exemples de code. Comme je vous l'ai dit, ici vous allez retrouver les exemples de code ici avec Flutter, on va retrouver des exemples de code avec Dart ici, donc on peut avoir par exemple la suite de Fibonacci. Alors ce qui est intéressant, c'est avec toutes les notions qu'on a vues depuis le début de cette vidéo, vous êtes capable en fait aujourd'hui quasiment de tout comprendre au niveau d'un code Dart pur. Donc là par exemple ici on a la rédaction d'une fonction en fait pour récupérer en fait le résultat de la suite de Fibonacci en donnant par exemple un nombre d'entiers. Donc par exemple si je mets 5, on va afficher du coup le résultat en fait de la suite de Fibonacci. Alors, du coup c'est pas très intéressant. 10. Voilà, donc avec la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique connue. Alors on peut regarder aussi une requête HTTP, comment est-ce qu'on va la réaliser ici avec du Dart. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la dernière partie dont on a parlé. Je vous ai dit, une récupération des API, connexion avec un serveur. Bon, bah là, c'est du asynchrone. Donc, on va avoir un comportement des données qui vont être envoyées de manière asynchrone. Donc là, on a le http.get. On vient récupérer des données à partir d'une API qui nous renvoie du contenu. Et bien, du coup, il faut un await pour que notre réponse, elle vienne attendre que le résultat soit bien renvoyé
et en fonction de ça, on va pouvoir envoyer du contenu. Ici, on a des gestions aussi de conditions, if et else. If pour vérifier par exemple que le statut en fait de ce qui est fourni en fait par la réponse de l'API soit bien correspondant, donc c'est les statuts code à 200 pour que ça soit valide. Hein. Si vous avez un autre code de statut, vous pouvez avoir un échec, alors on peut tester ici d'ailleurs. Voilà, number of book. Enfin bref, voilà ce que vous voyez ici, c'est que même dans les petits exemples qui vous sont fournis en fait ici par Dartpad, vous avez énormément d'informations que vous pouvez manipuler, aller chercher aussi. Alors moi ce que j'aime bien faire, et ça c'est ce que je fais dans le premier chapitre en fait qui va être, enfin le troisième chapitre plus exactement qui va être dédié à Flutter ici dans la formation Flutter Evolution, c'est que je reprends notamment cet exemple ici d'application de comptage parce qu'en fait, pourquoi ils ont fait cet exemple-là? Alors au-delà de la manipulation des données, mais il y a tout quasiment qui est, on peut tout interpréter dans cette application, dans tout ce qui est la manipulation des données, des widgets, etc. avec Flutter. Donc par exemple la création d'un stateless widget, la différence entre un stateless widget et un stateful widget. En fait, un stateless widget, c'est un widget qui va avoir un comportement, on va dire, statique, on dit qu'il est immutable, c'est-à-dire que son état ne va pas changer, alors qu'un stateful widget, lui, son comportement va changer. Et par exemple, notre home page ici, on va lui demander à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton ici, le bouton plus, de venir mettre à jour donc la valeur ici de notre variable de comptage, mais aussi du coup l'état global de notre page. Et donc cet état-là, à chaque fois qu'on va le changer, on va venir rafraîchir du coup notre application avec ici ce que vous voyez, la méthode qui s'appelle setState. Et donc cette fonction-là va nous permettre de recharger notre application. Et ça fait partie en fait de tout ce qu'on appelle le rechargement à chaud, donc c'est ce que je vous parlais au tout début de la vidéo, de quels sont les réels intérêts en fait du Dart. Et bien ça fait partie de ces gros points forts, c'est que ça va être recompilable extrêmement rapidement. Et donc ça c'est le gros avantage aussi de Flutter derrière. D'ailleurs quand vous voyez que vous avez des mots-clés par exemple const, j'ai mon texte ici, lui, il n'aura pas besoin d'être recompilé en fait à toutes les mises à jour, parce qu'en fait, il considère qu'une fois qu'il a été rédigé, il ne va pas changer, parce que son contenu en fait à ce widget texte, il est complètement dynamique. Or, il n'y a pas de const, de mot-clé const devant le deuxième widget texte qui, lui, va contenir ma variable counter. Pourquoi? Parce que cette variable-là, et donc elle va évoluer, et donc le widget texte en lui-même va lui-même du coup évoluer, donc son contenu va évoluer. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que vous commencez aussi à comprendre que, comme je vous l'ai dit, les widgets Flutter, ce sont des classes. Et donc les classes, elles vont prendre ces fameuses propriétés, ces fameux attributs. Et donc elles vont prendre en fait des chaînes de caractères. Par exemple, un widget texte, ça prend une chaîne de caractères. Et en fait, vous allez reprendre en fait tous les widgets classiques. Ils vont toujours prendre soit une chaîne de caractères, soit une variable de type entier, décimal, etc. Et donc, ça vous permet d'appliquer directement les notions de chaîne de caractères qu'on a vues dans cette vidéo à tout simplement du développement Flutter qui, lui, va être vraiment super intéressant. Donc, n'hésitez pas à reprendre cet exemple-là pour essayer de comprendre. Moi, c'est l'exemple que je prends vraiment dans la formation Flutter Evolution parce que c'est un exemple assez facile à prendre en main et il y a beaucoup de choses à interpréter sur cet exemple-là. Après, on peut regarder d'autres exemples, évidemment, qui sont fournis par Dartpad. Là, forcément, on ne va pas vraiment s'attarder sur le code, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir le fonctionnement qui nous est fourni, la rapidité d'exécution qui nous est fournie par Flutter et le Dart. Et ce qui est bien aussi, c'est que, encore une fois, il faut l'avoir en tête, c'est que, en fait, quand vous manipulez ici du code Flutter, et donc du code Dart, par défaut, il est multiplateforme. En fait, il y a effectivement des fonctionnalités qui vont être propres à un environnement, à iOS, à Android, etc. Mais la plupart du temps, en fait, à partir du moment où vous êtes capable de le tester sur Dartpad, c'est-à-dire que vous voyez cet écran-là, je peux le tester sur un iOS, un Android, une version web, une version de bureau. Donc ça, c'est quand même super bien à chaque fois. Ici, on a des logiques de ce qu'on appelle draggable, donc le drag and drop, donc pour attraper en fait un élément et le faire bouger sur notre écran, sur notre page, avec ici un retour à une position initiale, donc ça s'appelle une draggable card, donc quelque chose qu'on va pouvoir accrocher et déplacer. On a aussi des petits exemples d'animation. Alors les animations, c'est pas le premier domaine qu'il faut que je vous invite à maîtriser. Moi, je vous propose en fait aussi dans le tuto sur tout ce qui concerne l'interface utilisateur des petites animations très simples en fait à mettre en place. Et là, en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur un disque, ça va nous générer une animation qui va faire bouger en fait tous nos cercles qui s'affichent à l'écran. Alors ça, c'est clairement pas l'exemple le plus simple à prendre en main, mais c'est pas grave. On continue avec ici, alors ça fait partie des exemples de code qu'on peut retrouver, qu'on va pouvoir en fait manipuler avec d'autres langages informatiques et d'autres outils de SDK.
En fait, là, il vous propose quasiment en fait un jeu vidéo complet qu'on va pouvoir utiliser avec Flutter. Alors là, ça fait bugger mon ordinateur. Voilà, et en fait, là, ce que vous voyez, c'est que là, moi, je manipule en fait l'application Flutter en fait avec les touches de mon ordinateur. Donc, c'est pour vous montrer que c'est aussi connectable et qu'on peut créer un jeu vidéo ici en 2D de manière assez jolie avec des effets déjà qui sont assez complets. Alors, clairement, c'est pas une plateforme qui est dédiée à la base pour le jeu vidéo, mais encore une fois, c'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même beaucoup de choses ici avec Flutter, avec le Dart. Et avec toutes les notions qu'on a vues dans cette vidéo, hein, c'est pas un cours sur la création de jeux vidéo ici, mais vraiment, en fait, avec Flutter, aujourd'hui, il y a plein de moteurs graphiques 2D et 3D qui sont adaptables à l'outil. On peut regarder rapidement les derniers exemples, et puis je vais vraiment finir la vidéo sur ça. N'hésitez pas aussi à regarder l'exemple ici de l'application qui est réalisée avec Firebase, même si là, c'est une configuration du coup qui est avec la version web. Nous, on va utiliser la configuration iOS et Android. Moi, c'est ce que je vous montre en fait dans la formation. Il y a un chapitre qui est dédié du coup à Firebase. Il y a d'autres chapitres qui utilisent évidemment Firebase, la création d'un chat, la création aussi d'une application avec Google Maps intégrée. Mais donc là, on peut tester. En fait, c'est une base de données qui est commune du coup. Voilà, hop, à chaque fois que je vais afficher un message, il va venir s'ajouter à la liste de tous les messages qui ont déjà été envoyés sur cet exemple-là, puisque ça c'est un exemple auquel tout le monde a accès. Évidemment, vous n'allez pas partager du coup votre projet Flutter et Firebase surtout de cette manière-là. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'exemple ici de Google Font. Donc ça c'est un des packages. Pareil, les packages Flutter, ça fait partie des exemples les plus classiques d'utilisation. Hop, alors les packages Flutter, c'est le site pub.dev. Vous copiez ici le nom du package par exemple. Voilà, vous mettez pub.dev / le package / le nom du package ici. Donc là, ça va être Google Font. Et donc, c'est des packages qui sont soit construits, soit conçus, qui sont soit conçus par des développeurs indépendants, soit des sociétés. Donc là, encore une fois, c'est Google. Et donc, ça vous permet en fait de mettre à jour ici, d'avoir accès à toutes les packages, à toutes les polices en fait de Google pour vos propres projets d'application. Et donc là, on peut complètement personnaliser notre application et le design, le style de notre application Flutter. Encore une fois, j'ai voulu quand même me concentrer sur le Dart dans cette vidéo, mais vous voyez que le Dart n'a d'intérêt pour nous que quand il est utilisé et mis en place avec de vraies applications Flutter. Donc si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu déjà, mettez-le moi en commentaire. Ça m'a demandé quand même pas mal de travail, pas mal de temps aussi pour la tourner, pour le montage. Et également, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser pas mal de monde. Rejoignez-moi en tout cas au minimum dans le programme gratuit de Flutter Evolution si vous voulez tout simplement bien installer, configurer Flutter sur votre ordinateur et donc installer par la même occasion le SDK de Dart et puis à me rejoindre dans la formation Flutter Evolution. On organise des ateliers maintenant de manière régulière. Je vais vous parler du prochain atelier que j'ai organisé sur la thématique Flutter et le back-end avec des back-ends un petit peu plus avancés et aussi diversifiés que de simplement utiliser Firebase. Donc si tout ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans la formation Flutter Evolution. Vous avez aussi un groupe Facebook qui est dédié à tous les membres de la formation. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!